Et bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui une petite vidéo où en fait je vais vous raconter et faire où en fait on va faire un débrief et un retour d'expérience complet sur une mésaventure qui m'est arrivée en ULM le 25 juin 2024, donc un mois à peu près, au moment où je tourne, et où j'ai en fait tout simplement été victime d'une panne moteur. On va revenir en détail sur les circonstances de la panne après, qui m'a contraint à me retrouver à faire une vache sur l'autoroute A9. La vidéo va se faire en plusieurs étapes. La partie débrief, retour d'expérience de la vidéo, on va la décomposer en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'on va déjà parler de la machine avec laquelle l'événement a eu lieu. Ensuite, on va parler du lieu, donc de l'aérodrome de Courbessac et de ses alentours, pour comprendre un peu ce qui a amené justement à poser sur autoroute et pas sur une vache classique dans un champ. Vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'on est arrivé à cette situation-là. Ensuite, on va parler du contexte du vol qui était en cours. On va parler de ce qui s'est passé exactement, de quelles décisions ont été prises à quel moment, de faire le déroulé complet en fait du vol, tout simplement. Voilà. Le but de tout ça, c'est d'essayer de partager, de faire un retour d'expérience en réalité, en espérant que ce qui m'est arrivé puisse donner des infos et puisse peut-être aider d'autres pilotes qui pourraient se retrouver dans le même cas à s'en sortir au moins autant bien que ce qu'on s'en est sorti. Parce qu'il faut quand même être honnête, on a eu quand même relativement du bol, on s'est pas fait mal, on a très peu endommagé la machine, on verra plus tard, on verra en détail tout à l'heure ce qui s'est passé exactement avec la machine. Donc le but là, c'est vraiment d'essayer de donner des infos pour d'autres pilotes, on sait jamais, qui peuvent se retrouver dans des situations similaires, sans parler même de la panne moteur en elle-même, hein, juste la situation de vol dans laquelle a eu lieu la panne moteur. C'est quelque chose, c'est une situation dans laquelle je pense que bon nombre de pilotes vont se reconnaître dans la situation que je vais décrire. Donc c'est important, je pense, de garder à l'esprit que une panne moteur peut arriver dans cette situation-là et peut vous mettre en galère. Et ben du coup, c'est parti, donc on va commencer par le début. Donc on va commencer par parler tout simplement de l'appareil. Donc l'appareil en question, c'est un Firefox. Donc c'est fait par Eurofly, c'est un ULM biplace tandem en 3 axes. Donc c'est une machine qui est quand même plutôt bien foutue. Maintenant, par contre, effectivement, c'est une machine qui est motorisée par un 582, donc moteur 2 temps, 65 chevaux. C'est un biplace tandem. Alors, c'est un appareil qui a des performances correctes. Sincèrement, il a des performances correctes. On n'est pas sur quelque chose de très puissant. On est sur un Rotax 582, donc 65 chevaux. Maintenant, on est sur un appareil qui marche relativement bien. C'est pas quelque chose, ça ne galère pas à monter, ça ne galère pas à prendre de la vitesse. C'est une machine qui est à l'aise entre 90 et 140-150 km/h sans trop de problèmes. Maintenant, c'est effectivement une machine qui, pour certains, pourrait être considérée comme un truc trop vieux pour voler encore à l'heure actuelle. Bon, ça c'est encore un autre débat, on en parlera peut-être en conclusion de vidéo, voir ce qu'on pourra dire là-dessus, si c'est pertinent ou pas d'utiliser encore ce genre de machine. Mais là c'est pas le débat. Donc, bon, ça reste une machine qui a quand même d'énormes qualités dans le sens où c'est une machine qui est très légère, c'est une machine qui est facile à prendre en main, c'est une machine qui apprécie les vitesses basses, en fait, quand vous voulez faire des vols en groupe avec par exemple des pendulaires. Tout simplement car c'est une machine qui accepte très bien les basses vitesses et qui reste confortable même à basse vitesse, qui ne va pas vibrer en dessous de 90, qui ne va pas avoir de problème, qui arrivera à streamer correctement à ces basses vitesses, etc. etc. C'est aussi une machine qui est capable de poser relativement court sur à peu près tous les terrains, c'est une machine qui est maniable. Bon, c'est pas une mauvaise machine. Maintenant, si on regarde un peu la fiche technique de la machine, je sais que je l'ai par là. Voilà. Donc en termes de vitesse, donc on a une VNE 190. Vitesse maximale de palier démontré en vol 185. Je pense qu'ils ont bien dû tirer comme des bourrins dessus pour le faire. Bon, bref. La vitesse de croisière maximale 70. Normal 140. Petite précision quand même, si vous voulez à 140 km/h avec un Firefox, vous pouvez le faire. Par contre, vous allez consommer. C'est une machine qui est quand même plus à l'aise, enfin moi je trouve honnêtement qui est plus à l'aise aux alentours de 110 km/h, avec un régime moteur plus bas,
qui devient un peu plus économique, on va dire. Parce que si vous voulez à 140 avec ça, vous allez quand même lui tirer sur la gueule. Vous allez vous taper avec les 582 une consommation assez importante. Vitesse de manœuvre entre 70 et 130. Bon, ok, admettons. Et là où ça devient intéressant, c'est on a les vitesses de finesse maxi. Alors, le descente en taux de chute mini est annoncé à 90 km/h pour une finesse de 8. 8 en lice, on est sur un appareil qui quand même n'est pas le plus fin du monde. Hein. Voilà, c'est assez moyen en réalité, on va être honnête. Donc la finesse, pour rappel, la finesse correspond en plané à la distance parcourue par rapport à une hauteur perdue. Donc une finesse de 10, admettons, si vous avez 1000 mètres d'altitude, vous allez pouvoir faire théoriquement 10 bornes au sol. Donc avec une finesse de 8, si admettons on a 100 mètres d'altitude, on va pouvoir faire théoriquement 800 mètres au sol. Il faut connaître la finesse de son appareil, hein, ça peut permettre de faire quelques calculs quand même. Maintenant c'est un poil plus compliqué que ça, surtout sur des machines aussi légères que les Firefox ou les ULM de façon générale. Ensuite on va parler de là où ça s'est passé. Donc ça s'est passé sur l'aérodrome de Courbessac. Enfin, du moins pas loin de l'aérodrome de Courbessac, hein, parce que le vol était au départ de Courbessac. L'aérodrome de Courbessac, il va falloir qu'on fasse 2-3 explications pour comprendre pourquoi on se trouvait à cet endroit-là et à cette altitude-là à ce moment-là. Donc l'aérodrome de Courbessac, on va prendre la carte. Si on prend la carte VAC, par contre, on s'aperçoit qu'on a Marguerite à l'est de l'aérodrome. C'est une donnée importante à prendre en compte, car effectivement, le survol de Marguerite, comme toutes les agglomérations, hein, règle de l'air classique, est interdit. Ce qui fait qu'on se retrouve en fait avec un circuit de piste qui est un petit peu fermé, en réalité. Et si on dézoome un petit peu et qu'on regarde ce qui se passe sur la zone autour, en réalité, l'aérodrome de Nîmes-Courbessac se trouve dans la CTR de Garon. En fait, vous avez cette zone, la Roméo 8 ici, qui au nord suit les contours de la CTR et s'arrête juste au sud quasiment juste au sud, qui va quasiment au sud de Nîmes. Et nous on se trouve juste là. Voilà. En réalité, cette Roméo 8 est un espace qui nous est entre guillemets réservé. Donc c'est un espace un peu particulier dans lequel nous on peut évoluer aux alentours de Courbessac en étant sur la fréquence de Courbessac. Donc en auto-information sur la fréquence de Courbessac. La conséquence de tout ça, on va prendre sur Google Maps. Donc en fait, on a notre piste, donc 35-18, avec le tour de piste qui se fait comme ça. En gros, hein, sur cette zone-là. On a toute la zone de Marguerite qu'on ne peut pas survoler. Au sud, on est très vite limité parce qu'en fait, la Roméo 8 s'arrête assez vite, donc dans ce cas-là, on ne peut pas y aller sans avoir contacté Garon, même si on est sous les 1000 pieds, hein, sinon on dépasse, sinon on fait l'intrusion dans la CTR de Garon. Au nord, sur le principe, on pourrait aller voler au nord, seulement en fait, il y a du relief. Donc, étant toujours limité à 900 pieds, si le sol commence à monter, ça fait plus beaucoup de hauteur disponible. La conséquence de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec deux sorties possibles, on va dire, quand on fait un départ de Courbessac. On a deux sorties, on a deux arrivées. Donc soit on fait une sortie nord, soit on fait une sortie sud. De Marguerite, en fait. On passe soit au nord de Marguerite, soit au sud de Marguerite. Autre problème avec ça, c'est qu'en fait, en réalité, il y a deux sorties, mais il y a aussi, du coup, deux entrées. Donc, admettons que vous fassiez que vous ayez sur une condition, par exemple, vous utilisez la piste 18. Vous avez du vent du sud, vous utilisez la piste 18, donc vous allez vous poser comme ça. Très bien. Donc, admettons, vous voulez faire un départ, vous voulez aller, vous, vers l'est, par là-bas, admettons, vous allez vers Bezous, ou vous voulez aller à Avignon, peu importe. Donc, vous allez vous aligner sur votre piste 18, vous allez vous faire votre décollage, vous allez partir, vous allez faire votre traversée à peu près par ici, et vous allez vous retrouver ici. Alors, c'est bien beau. Maintenant, imaginez l'appareil qui fait l'inverse, c'est-à-dire que lui revient pour venir se poser sur Courbessac. Donc lui, en fait, il va arriver du sud de Marguerite, parce qu'il va vouloir aller s'intégrer en début vente arrière pour la 18. Et en fait, vous avez cette situation-là, vous pouvez retrouver avec deux avions
qui sont en train de coller le plafond 900 pieds. L'avion à l'arrivée, potentiellement il peut être au-dessus de 900 pieds parce qu'il peut être en train de sortir de la CTR. Donc si vous voulez, il n'était pas en fréquence radio avec Courbesac, donc il arrive dans la zone en descente, pas par ici. Il vient d'être libéré de la CTR en général et il vous a pas forcément entendu vous annoncer. Et vous, inversement, vous pouvez partir ici, donc avoir écouté ce qui se passe à Courbesac, mais il ne s'est pas annoncé parce qu'il vient à peine de changer de fréquence. Et vous, vous avez switché de fréquence pour passer avec Garon, pour avoir votre autorisation de monter. Donc en fait, c'est une situation un peu particulière, où effectivement le sud ou le nord, hein, quand vous échangez le vent, ça revient exactement à la même situation au nord. Donc en réalité, si vous choisissez en piste 18 de partir vers le sud de Marguerite, vous pouvez potentiellement vous croiser avec un appareil sur lequel vous n'êtes pas sur la même fréquence radio, et où vous n'avez pas forcément moyen de savoir qui est là. On est en VFR, il faut ouvrir les yeux, on est d'accord, mais c'est toujours mieux d'avoir de l'info sur les appareils qu'on a autour de nous. Parce que vous, quand vous allez partir, vous allez attendre un petit peu pour avoir votre... vous allez switcher de fréquence, passer avec Garon, vous allez parfois devoir attendre un petit peu pour pouvoir faire votre message. Il y a quand même toujours quelques secondes de battement, le temps que le contrôleur vous réponde, vous donne la clairance, que vous acceptez la clairance, que vous mettez le code transpondeur, machin, truc, et le temps de partir sur la montée. Donc il y a une petite zone de flou là, où en fait on peut se retrouver à croiser des avions sur lesquels on n'est pas sur la même fréquence. On est sur la même altitude, en sens inverse souvent, et on n'est pas sur la même fréquence. Donc c'est une petite zone qui peut être un petit peu en tension sur Marguerite. Donc là vous allez me dire, effectivement, c'est débile. Ça peut être chiant. Donc l'autre possibilité, c'est quand vous voulez faire un départ, c'est de faire votre départ et d'aller choper votre vent arrière, et de faire un départ en fait en fin de vente arrière. Donc en fin de vente arrière, vous allez quitter le circuit de piste vente arrière, et vous allez par exemple, si vous êtes parti à 18, si vous êtes parti de la 18, partir vers le nord de Marguerite. Alors, déjà, c'est pas exclu que vous ayez des gens qui décident de faire, eux, une intégration semi-directe, parce qu'ils vont estimer qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ou ils s'en foutent de ne pas faire de vente arrière, c'est une réalité, hein, malheureusement. Même si on n'est pas censé faire comme ça, il y en a, on le voit quand même régulièrement, ça se fait quand même régulièrement. Ça peut s'entendre dans certains cas, un petit peu moins dans d'autres. Donc qui, eux, par exemple, vont arriver également, même situation, de la CTR pour rentrer dans la Roméo 8, et vont arriver au nord de Marguerite, et pareil, vous n'êtes pas en fréquence avec eux, parce que vous venez de changer de fréquence, eux vous venez de faire la bascule, en fait, simplement, au même moment, et c'est une situation qui arrive quand même assez régulièrement, où il faut quand même avoir l'œil bien ouvert quand on tourne autour de Marguerite. Voilà. Maintenant, là, on a juste parlé des sorties sans prendre en compte le terrain. Ce qui se passe, nord de Marguerite, vous avez au nord de la montagne, de la forêt avec de la montagne, de la colline, hein, il y a une petite colline en fait, très très légère, c'est pas une montagne, mais vous avez quand même un petit peu de relief qui monte, hein, et vous avez principalement de la forêt. Très bien. Au sud de Marguerite, c'est de la plaine. Il y a quand même beaucoup plus de champs, beaucoup plus de choses, c'est quand même vachement plus ouvert. Donc personnellement, j'ai tendance à prioriser, si je peux, les départs au sud de Marguerite, quand on part sur la 18. Maintenant, il faut savoir que certaines journées, quand il fait beau, quand il y a du monde, il y a quand même un petit peu de mouvement sur Marguerite, et aller faire le départ, sachant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont vouloir aller s'intégrer en vente arrière, on revient à la situation que je vous ai expliquée juste avant, ça peut être un petit peu chiant. Dans ce cas-là, effectivement, on peut faire un départ nord-Marguerite. En fait, en partant au nord de Marguerite, on se retrouve dans cette zone-là, un peu... qui n'est pas vraiment agréable à survoler, dans le sens où c'est pas une zone que j'apprécie particulièrement, justement parce que j'ai toujours en tête la possibilité d'une panne moteur, et qu'il n'y a pas tant de dégagement que ça à cet endroit-là, donc c'est pas confortable à voler. Donc effectivement, idéalement, on peut préférer faire un départ sud de Marguerite. Voilà, et vous allez voir que c'est pas ce qu'on a fait le jour où il y a eu la merde. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, ok, d'accord. Maintenant, quand on regarde les distances, en réalité, il y a pas longtemps. Hein. C'est très court en réalité, hein, la traversée ici. Hein. Même avec une machine qui vole à 90,
c'est 2, 3, 3 minutes peut-être, et encore, 3 minutes c'est énorme. On est sur 2 minutes je pense de vol à peu près, sur cette partie-là. Donc c'est vrai que c'est pas énorme, parce qu'après on rejoint de suite des terres un peu plus hospitalières, on va dire, à survoler. Mais c'est pas quelque chose qui me plaît déjà à la base. Même avant ce qui m'est arrivé, c'était pas quelque chose qui me plaît. C'est encore moins le cas aujourd'hui. Vous allez voir après par rapport au déroulé du vol comment ça s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi j'y mets quasiment plus les pieds à cet endroit-là. Voilà. Donc on a vraiment cette espèce de deux zones, un petit peu de tension là, où quoi qu'on fasse en fait, c'est pas parfait. On n'a pas une arrivée idéale sur Courbesac en fait. Sauf quand vous êtes tout seul, quand il y a vraiment personne, là, il n'y a pas de problème. Là, pour le coup, idéalement, ça serait Sud Marguerite, si on voulait faire vraiment l'arrivée idéale sur Courbesac. Quand il n'y a personne, ça pose pas de problème, dans le sens où Sud Marguerite, que vous fassiez une 36 ou une 18, si vous faites une 36, mais en fait, Sud Marguerite, si vous êtes tout seul en tour de piste, vous pouvez faire une intégration semi-directe, donc en base, et aller chercher directement après votre finale. Allez vous poser tranquillou sur la 36. Parfait. Si c'est une 18, pas de problème. Sud Marguerite, vous arrivez directement axe vente arrière, vous faites votre vente arrière et vous allez chercher votre piste 18 à Courbesac. Pareil, pas de problème. Là où c'est plus chiant, c'est quand il y a du monde. Par exemple, vous arrivez ici, effectivement en Sud Marguerite, il y a du monde qui veut faire du départ et qui veut partir Sud Marguerite. Si ça part en 18, ça devrait aller à peu près dans le sens où vous allez rejoindre la vente arrière, eux vont sûrement faire un départ direct, donc il n'y a vraiment que la petite zone que je vous expliquais précédemment qui peut être un petit peu tendue, mais on n'a pas de difficulté particulière sur le tour de piste. Maintenant, quand c'est la 36, c'est un peu plus compliqué parce que, effectivement, si vous voulez absolument arriver Sud Marguerite pour faire la 36 et qu'il y a du monde dans le tour de piste, théoriquement, vous êtes censé vous reporter directement en vente arrière. Et vous ne pouvez pas vous reporter en base, sinon vous coupez des priorités. Donc là c'est chiant parce qu'on peut plus pas remonter sur la... On peut pas traverser Marguerite, donc on est obligé d'aller par là. Donc à moins d'arriver à faire un passage à 900 pieds tout du long et de faire un tour de piste comme ça, mais ça peut rentrer en conflit avec des appareils qui feraient... Enfin bref. On trouve du coup à s'intégrer quasiment en fin de vente arrière base. C'est un peu... C'est pas parfait en termes de règles de l'ère classique. Normalement, c'est pas censé se passer comme ça. Bon. Donc, effectivement, dans ce cas-là, c'est vrai qu'une arrivée nord de Marguerite, malgré le fait que pour la panne moteur, alors je sais que la panne moteur est théoriquement un événement relativement rare, mais du coup, on est censé préférer une arrivée nord de Marguerite pour pouvoir aller chercher directement la vente arrière et être en accord avec les règles de circulation classiques aéronautiques. Voilà pour ce qui est du terrain de Courbesac et de ses environs et de ses petites particularités. Maintenant on va parler du vol en question. Alors, donc c'est un vol type baptême. C'est un vol en baptême double en réalité. C'est pour ça que le Firefox ça devient intéressant. En fait, c'est un vol baptême où je partais moi avec une personne et juste avant moi a décollé mon instructeur qui lui est parti en pendulaire. En réalité avec la compagne de mon passager, compagne ou ma femme, je sais pas, peu importe, de mon passager. Donc là l'intérêt justement du Firefox d'avoir un appareil qui peut voler lentement et être assez ouvert, c'est qu'effectivement pour des vols comme ça en double, on peut voler pas trop loin l'un de l'autre, garder un visuel constant, on le fait régulièrement, ça pose pas de problème avec Garon, on le fait avec en prévenant et en signalant toujours le contact visuel, on fait attention, bref, c'est des choses qui se font dans les clubs ULM, on fait pas du vol en patrouille non plus, on n'est pas en patrouille serrée, mais on reste à portée de vue l'un de l'autre, ce qui est quand même assez sympa pour les gens de voler en fait avec les deux appareils et de se voir voler entre eux, sans aller jusqu'à faire du vol en patrouille bien sûr. Il y en a qui le font, nous on évite de trop le faire, on trouve ça un peu trop contraignant. Donc on fait juste du vol en très éloigné on va dire, mais en contact quand même visuel, on se voit bien, voilà, bref. Donc, l'instructeur, lui, il part avec son pendulaire. Il décolle, on a un léger vent sud, oui, conditions météo. Petit point sur les conditions météo du vol. Il fait beau, il n'y a pas de nuages. Bon,
les 3 petits départs de cumulus, mais rien d'exceptionnel. On a, si je dis pas de conneries, on a un léger vent sud, pas significatif. Disons qu'on a suffisamment de vent pour que ça soit bien établi, que ce soit la piste 18 qui soit en service, mais sans plus. Par contre, on a une température, on est en fin de matinée, qui déjà commence à bien monter. On est déjà sur du... Je pense qu'on est au-dessus de 30 degrés sans problème. Donc, on a un air qui est un peu chaud. Alors, conséquence de cela, en plus d'avoir un petit peu des pompes ou des gueulantes suivant les endroits où on vole, donc des petites turbulences pour simplifier. Petit rappel quand même, la température, plus elle est élevée, une température élevée a un impact négatif sur les performances d'une machine. Que ce soit sur les performances du moteur ou les performances aérodynamiques de la machine. Donc, ces conditions, par contre, très bonnes conditions pour le coup pour faire du vol ULM. Hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Visibilité parfaite, très peu de vent, quelques turbulences dues à des ascendances, mais ça reste léger et c'est pas violent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin voilà. Bref, conditions, très bonnes conditions. Du coup, le pendulaire décolle du coup sur la 18 avion directement pour partir plus vite, hein. Il va pas aller chercher forcément la bande ULM. Donc lui décolle, fait son vent traversier, je m'aligne directement derrière, j'attends qu'il dégage l'axe de piste, et je décolle en foulée derrière. Donc au moment où, si vous voulez, moi je quitte le sol, on va dire que lui est déjà en train de remonter l'axe de vent arrière. Donc je le vois faire, je vois qu'il part nord de Marguerite. C'est pas ce que je fais d'habitude quand je fais les vols direction Pont du Gard, hein, parce qu'on allait tout simplement au Pont du Gard. C'est pas très loin, c'est un petit quart d'heure de vol, même pas. C'est pas ce que je fais en général, j'ai plus tendance, moi, quand je fais un vol similaire en solo, à partir sud, quand je pars de 18, et même quand je pars de 36, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais étant donné qu'on est sur un vol en double, et que le départ nord de Marguerite, dans ce sens-là, peut se comprendre dans le sens où, s'il y a des arrivées ici, ou s'il a vu un appareil qui venait ici s'intégrer, il n'a peut-être pas forcément eu envie d'aller se croiser avec son petit pendulaire qui n'est pas forcément très visible. Voilà, ça c'est des infos que je n'ai pas directement. Comme on n'est pas en train de blablater sur la fréquence pour savoir pourquoi il part au nord. Je le vois partir au nord, je sais que je le suis, en fait, donc je fais la même chose, tout simplement, je ne me pose pas de questions. C'est quelque chose qui se fait régulièrement, il y a des tas d'appareils qui partent vers le nord, c'est pas ce que je préfère faire, mais il n'y a aucune contre-indication de la part de l'aérodrome sur les cartes VAC ou même à l'instruction sur le départ pour le longer nord de Marguerite. Donc au moment où moi j'ai quitté, que je tourne en vent traversier, on va dire que lui, il est en train de quitter la fréquence, il est en train de partir par là, à peu près. Donc je l'entends quitter la fréquence, très bien, parfait. À ce moment-là, il faut savoir que je fais en général un premier check au niveau du vent traversier. Quand je parle d'un premier check, je parle d'un check des paramètres moteur. Hein, parce que, je rappelle, visite pré-vol, minimum syndical, hein, visite pré-vol. Hein. Donc, visite pré-vol effectuée par mes soins. Aucun problème détecté sur l'appareil au niveau de la visite pré-vol. Le roulage, je vérifie que tout va bien, que l'appareil monte tranquillement en température, tout va bien, parfait. Et ses moteurs au point d'arrêt, nickel. Montée initiale RAS, la puissance dispo, banane active, tout RAS. Et moi, je fais un check en général j'en fais un premier au niveau de la vent traversier, pardon. Donc je refais un check, moi, moteur, paramètre moteur au niveau du vent traversier, parce qu'il y a quelques secondes où je peux me permettre, en fait, une fois que j'ai contrôlé qu'il n'y a pas de trafic, je peux me permettre de prendre une demi-seconde pour regarder mes jauges, tout va bien, vérifier que le taux de montée est cohérent, que niveau perf ça va, que j'ai rien de bizarre. Donc là, à ce moment-là, la température commence à atteindre son palier normal, hein, d'environ 95-90 degrés, quoi. Monte un petit peu, il fait un petit peu chaud, on est en train de tirer un peu sur la machine, donc forcément, elle a un chouïa chaud, mais pas plus que d'habitude. Donc tout va bien. Donc je reprends mon axe vent arrière. Donc là, pareil, tout va bien. Et je refais un deuxième check, en général, au moment où je quitte la fréquence de Courbesac.
Donc arrivé à peu près à ce niveau-là en fin de vente arrière, je vais dégager l'axe de vente arrière, prendre un cap vers, en suivant l'autoroute, l'autoroute à 9, la fameuse, tout simplement. Je vais pas aller plus au nord, parce que je peux pas monter, je suis coincé à 900 pieds pour l'instant, j'ai pas encore contacté Garon, donc je peux pas grimper. Donc pour l'instant, étant coincé à 900 pieds, je veux pas aller vers le relief, voilà, ce qui est normal. Donc je longe en fait tout simplement Marguerite de ce côté-là. Et là, je fais un autre check avant de contacter Garon. Je fais toujours comme ça, parce que si jamais j'ai un problème, je préfère faire demi-tour avant d'avoir contacté Garon, que de contacter Garon, me percevoir qu'il y a un problème et devoir rentrer, parce que ça peut potentiellement devoir ouvrir des problèmes, ça fait bouger le contrôleur pour rien, ça peut mettre du stress au contrôleur pour rien, alors que j'ai juste une ampoule grillée, quoi. Enfin, ça peut arriver des fois. Mais c'est un exemple que je donne, mais c'est un exemple pris au hasard, mais... Donc en général, je vérifie toujours que tout va bien avant d'aller emmerder entre guillemets le contrôleur de Garon pour rentrer dans sa CTR. Je trouve ça mieux d'être sûr que si jamais je dois faire demi-tour parce que j'ai un doute sur quelque chose, je vais le faire à ce moment-là. Du coup, je vais retourner sur la fréquence de Courbesac et je vais pouvoir rentrer à ce moment-là tranquille, l'esprit tranquille, sans avoir mis un coup de stress à un contrôleur parce qu'il y a un appareil qui fait demi-tour. Ça peut paraître bénin en soi, juste un appareil qui fait demi-tour parce qu'il y a un souci. Il faut savoir qu'un contrôleur, le contrôleur a toujours lui un petit peu la responsabilité des gens qu'il a sur son écran. Donc on évite, préférence, si je rentre dans la CTR de Garon, je préfère avoir tous les paramètres ouverts à ce moment-là. Donc je m'en rassure, même si je l'ai fait 1 minute 30 avant sur l'avant-traversier, je revérifie tous mes paramètres que je peux vérifier. Donc toujours pareil, hein. Mon régime moteur, est-ce qu'il est cohérent par rapport à ce que je lui demande? Les températures moteur, est-ce qu'elles vont bien? Est-ce que l'alternateur charge correctement? Est-ce que ma vitesse par rapport à ce que j'y mets, ce qui m'affiche en régime moteur est cohérent? Toutes ces choses-là. Est-ce que les performances de mon appareil simplement sont satisfaisantes? Est-ce qu'ils volent correctement? Tout simplement en fait. Donc là tout va bien. Il n'y a pas encore de problème. Jusqu'à là, tout vole nickel, l'appareil est nickel, il a bien pris ses tours, tout parfait, il a grimpé comme une flèche. Ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs, il a très bien monté, il a bien marché. Donc, changement de fréquence. Ici, il passe avec la fréquence de Garon. C'est savoir quand on rentre sur une fréquence, il est de coutume d'attendre quelques secondes. Tout simplement car en communication, en aviation, quand vous dites quelque chose, quand vous faites une annonce, vous demandez quelque chose, on va vous donner une information et vous allez répéter cette information-là pour être sûr qu'en fait vous avez bien compris l'information. Ça s'appelle collationner. Donc quand on rentre sur une fréquence qu'on n'écoutait pas avant, qu'on vient de passer sur la fréquence, il est coutume quand même d'attendre quelques secondes pour vérifier qu'on n'arrive pas au milieu de ça. Et donc on ne couvre pas, en parlant par-dessus, une information avec un autre appareil et la tour de contrôle. Non. Là, pour le coup, j'arrive sur la fréquence, ça parle déjà. Donc, je me retrouve ici à 900 pieds, environ une centaine de km/h vitesse R, hein. On n'est pas là pour voler très vite, on n'est pas pressé. J'ai parfaitement visuel, pour le coup, sur le pendulaire juste devant, qui lui, commence à grimper. Parce que je pense qu'il a eu son autorisation de grimper directement, donc lui, il est parti, et il grimpe, lui, il n'y a pas de problème. Donc je me retrouve coincé à mes 900 pieds, et j'attends. J'attends quoi? J'attends tout simplement que les quelques communications qui sont déjà en cours se passent pour que je puisse faire mon appel à Garon du Fox Romeo Novembre qui souhaite faire un vol local, 2 personnes à bord pour le pont du Gard à 1700 pieds. Voilà, tout simplement. Ça prend pas très longtemps, si vous voulez, ces communications-là. Je crois qu'il y a 1 ou 2 avions qui, en fait, sont en train d'échanger de l'information avec la tour. Ça prend peut-être 15-20 secondes. Sauf que ces 15-20 secondes, vous avancez à 90 km/h ou 100 km/h à peu près, et où vous montez pas. Donc en fait, vous prenez pas d'altitude et vous vous éloignez du terrain. Sans monter. En soi, bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Donc en fait, je me retrouve à peu près, je pense, à la moitié de Marguerite, au moment où je peux appeler. C'est pas loin, hein, j'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai pas très loin en réalité. Hein. Donc, j'appelle, je fais mon annonce, le contrôleur répond tac au tac,
Auto-clearance de montée, code transpondeur, tout va bien. Ok, parfait. Donc je vais pouvoir mettre mon régime de montée, aller chercher ma vitesse de montée et le faire grimper. Savoir que le Firefox c'est un appareil, si vous montez plein régime, vous allez pouvoir monter à peu près à 500-600 pieds minutes à 2 dedans, sans trop de problèmes, voire 700 pieds minutes, s'il fait pas trop chaud. La température ici, un petit peu du mal à tenir les 600 quand même. Vous pouvez viser du 500 pieds minutes, hein, moteur 582 sur des machines comme ça. À 2, sauf si vous avez mis 15 000 bagages dedans, vous allez quand même pouvoir viser du 500 pieds minutes sans trop de problème. Voilà. Seulement, est-ce qu'il y a un intérêt maintenant d'aller taper dans le moteur comme un bourrin pour monter à 500 pieds minutes? Pas vraiment. Donc c'est vrai qu'on a tendance chez nous à afficher un régime moteur un chouïa moins fort pour pas taper dedans, parce que surtout quand il y a des températures comme ça, où la température moteur a tendance à monter relativement vite quand même. Donc on fait une montée aux alentours de 300 pieds minutes à peu près, hein, sur du 195-100 km/h. Donc là j'ai mon autorisation de montée, je mets mon régime de montée, je garde ma vitesse de montée et il prend. Et là, comme à mon habitude, hein, toujours pareil, je garde un œil sur mes paramètres moteurs, qui jusqu'à là étaient très bons. Je m'aperçois qu'ils sont plus si bons que ça. Dans le sens où la température habituellement comprise entre 90 et 95, elle commence à approcher les 100. Je me dis, il chauffe un peu quand même là. Alors qu'à le temps de faire ça, à peu près, j'ai pris 150 pieds, hein, ou 200 pieds, pas plus. Donc en fait, je m'aperçois de ça, je suis à peu près à 1100 pieds. 1100 pieds, sachant que le sol est à peu près un poil au-dessus de 200. Donc je suis à 900 pieds sol, peut-être. Faudrait que je regarde le détail, mais pas trop. On n'est pas sur des trucs très. On n'a pas beaucoup de décalage en réalité. C'est pas ça qui va changer la finalité de la chose. Mais donc je suis pas tant haut que ça en hauteur. Donc je m'aperçois de ça. Je m'aperçois que la température elle monte un peu plus que d'habitude. Ça me cling directement. Donc sachant que je dois arriver à peu près par là, à ce moment-là. Le pendulaire, lui, parce qu'en fait on a tendance à passer comme ça. Donc on passe légèrement sud de Cabrières et on suit, pour survoler à côté, on passe à côté du circuit de l'Edmond. Donc en réalité le pendulaire, on a pris ce cap là, donc je dois être à peu près à ce niveau-là. Quand je m'aperçois de ça, donc 1100 pieds à ce niveau-là, je me dis, bah il est peut-être un peu chaud, naïf un petit peu, je suis pas resté naïf longtemps, peut-être un peu chaud, je vais réduire un peu moteur, je vais faire un petit palier pour vérifier quand même, pour faire un petit check, voir si c'est juste qu'il a un peu chaud parce qu'il fait chaud, ou s'il y a un problème. Donc je mets une vitesse de régime de croisière, je lui rends un peu la main, un vario à 0, 1150 pieds grosso merdo. Donc je remets le régime de croisière, ce qui me fait à peu près arriver le temps d'y rendre un petit peu la main à 1200 pieds. Donc c'est une affaire entre le moment où je m'aperçois que ça chauffe un petit peu et le moment où j'y rends la main. Il y a 1 seconde et demie, hein. On est vraiment sur des timings courts, hein. Niveau temporel, c'est vraiment très concentré en fait. Faut se rendre compte de ça, ça paraît, quand je l'explique comme ça paraît très long, mais en réalité on est sur du timing extrêmement court, c'est quelque chose qui va très vite. Donc je mets le régime de croisière, 1 seconde, 2 secondes, je vois que ça continue à grimper la température, donc là on arrive à 105 degrés, donc là je ne pose pas plus de questions que ça, je fais mon contrôle de mon axe de virage, j'entame un demi-tour. Première chose que je fais, j'entame un demi-tour. Pendant mon demi-tour, ça me laisse quelques secondes de répit entre guillemets sur mon demi-tour, où je regarde mon virage, j'en profite, j'appelle Garon, je leur dis que j'ai une température moteur excessive, et que je fais un demi-tour pour faire un direct courbe-sac. Donc là, un contrôleur aérien, quand on lui dit ça, en général, il ne se pose pas plus de questions que ça. Allez-y, pas de problème, tracé direct courbe-sac. Donc on est ici, hein, on est ici, hein. En fait, hein, on est juste nord de Marguerite, quasiment Saint-Gervasy. Donc là, je décide de faire un direct courbe-sac. Parce que moi, mon premier esprit, c'est putain, le moteur il chauffe un peu, ça va pas. Faut que je rentre, on va regarder ça. Ah, je suis pas encore dans l'optique, j'ai une grosse couille.
Là, je me dis, non, c'est pas bon, il doit avoir peut-être le radiateur obstrué, ou peut-être un sachet qui s'est foutu dedans, ou enfin, tout ce qui peut arriver, parce qu'il chauffait pas juste avant, je sais pas, j'en sais rien. Ouais. Pas le temps de réfléchir à ce moment-là, on se pose pas ce genre de questions, on fait juste ce qu'il y a à faire à ce moment-là. Donc, je prends mon cap retour. Au moment où je finis mon virage, parce que dans le virage, quand même, je regarde ma sécurité, VFR, hein, classique, voir et éviter. Au moment où je finis mon virage, je remets les ailes à plat, donc je suis au régime de croisière. Je recheck la température moteur. Bon, on est passé dans, en fait, le temps de faire le virage, hein, donc un 180 en ULM, c'est, je sais pas, 3-4 secondes. Peut-être un peu plus que ça, peut-être, je sais pas, hein, bonne question. J'ai jamais posé la question de savoir le taux de virage exact. C'est pas très long, quelques secondes. On est passé du coup de 105 degrés, donc ce qui est température un peu chaud, pas top, c'est chaud, mais ça va encore, à l'aiguille qui est sortie du compteur. Le compteur gradué jusqu'à 150. Ouais. Ah, je me dis, c'est pas bon, là. Là, ça pue du cul, là. Bon. Donc là, je me dis, clairement, ok, il y a une couille, il y a une grosse couille. Encore, même si vous êtes le plus con du monde, une température qui se casse la gueule, qui tombe, vous pouvez vous dire, ah, il y a un problème de jauge. Température qui monte, vous n'allez pas vous dire c'est la jauge qui déconne. C'est pas la jauge qui déconne. Température, quand elle monte, c'est pas la jauge qui déconne. Quand elle ne monte pas, qu'elle reste en bas à 0 tout le temps, ça peut être la jauge qui déconne, vous avez juste pas l'info température. Ça peut être dangereux, mais ça veut pas forcément dire que vous avez un problème maintenant à l'instant T. Par contre, une température qui monte, pas bon. Pas fun. Non, pas fun. Donc là, je me dis, ok, tu es cap retour, hein, concentre-toi sur le cap retour, parce que tu as un moteur qui est en train de chauffer. J'y connais un petit peu en mécanique quand même. Potentiellement, je me dis, ok, ton moteur a une espérance de vie de quelques minutes, pas plus. Donc là, faut rentrer. Là, faut vraiment rentrer. Là, c'est du direct. J'étais déjà sur le cap direct retour. Mais là, c'est un fait établi. Il va falloir rentrer. Et là, je me pose des questions. J'en ai discuté un peu avec d'autres pilotes. On m'a dit que pas sûr que ça change grand-chose. Je me suis posé la question de ce que je devais faire avec mon moteur. Est-ce que je dois y mettre plein de patates? Me dire, bah, niquer pour niquer, autant le fusiller, mais essayer de gagner le maximum d'altitude. Pour essayer de rechoper un peu d'énergie potentielle de pesanteur, du coup. Ou est-ce que j'y mets le régime de croisière en me disant bah, j'essaie de rien perdre en énergie, donc de conserver mon altitude et ma vitesse au cas où. Ou est-ce que je me dis carrément, est-ce que je le réduis en me disant j'essaie d'y prendre une très légère pente de descente, en me disant que le fait de réduire, ça va le faire tenir plus longtemps potentiellement. Bon, de ce que j'ai discuté avec d'autres pilotes, ils pensent que sur un moteur 582 comme ça qui surchauffe, le temps de vie est pas suffisamment long pour que ce genre de choix ait a priori réellement un impact en fait. Donc je me retrouve en fait à peu près à ce niveau-là, en cap retour, à 1200 pieds. Voilà, 1200 pieds. Ce qui est pas énorme. Ce qui est vraiment pas énorme pour le coup. Et je me dis, le moteur, je sais qu'il va mourir. La question, c'est pas est-ce qu'il va mourir, c'est la question maintenant, quand est-ce qu'il va mourir. Donc, à ce moment-là, Garron me dit que je peux passer avec Courbesac, sur la fréquence de Courbesac, même si je suis encore dans la Romeo 8, ils me disent passer avec Courbesac. Eux, ils sont au courant qu'il y a une panne moteur quand même, enfin qu'il y a une panne moteur, qu'il y a une potentielle surchauffe moteur. Donc ils me font passer avec Courbesac. Je switch la radio, passe avec Courbesac, je fais l'annonce Courbesac, disant Roméo Novembre, juste nord de Marguerite, à environ 2 minutes du terrain, demande priorité, surchauffe moteur. Donc là, en général, quand tu dis ce genre de choses, s'il y en a qui sont en train de tourner en tour de piste, ils t'emmerdent pas. Voilà, ils te laissent largement la place. Donc moi, mon idée, c'était vraiment de me dire, je vais aller chercher le plus près possible d'ici, pour vraiment aller me choper l'axe le plus près. Et dès que je vois que je suis dans les paramètres similaires en fait à ce qu'on fait en tour de piste, bah c'est bon, je suis en tour de piste, même si le moteur s'arrête. C'est des choses qu'on a fait des dizaines de fois en entraînement. Et au pire des cas, il y a la bande ULM qui est dispo.
La bande ULM se fait très bien avec le Firefox, même moteur coupé. Même si je suis un peu court, je peux arriver ici et me dire, allez, en prolongeant un peu, ça va passer sur la bande ULM, un petit peu en travers s'il faut, pour pas avoir à trop virer. Là, j'ai quasiment pas de virage à faire en réalité. Donc je me dis, je fais une tout droit et si j'ai un virage de 20 degrés à faire, c'est le bout du monde. Donc en termes aérodynamiques, je suis pas mal placé pour aller me poser directement sur Courbesac. Donc j'ai pas de 180 à faire, j'ai pas de rien, là tout va bien. Seulement je me dis moi dans ma tête, ouais, le moteur il va craquer, d'accord, il va potentiellement craquer avant que j'arrive, mais il va tenir une minute ou deux. Je pense qu'il a tenu, après le demi-tour, peut-être 15 secondes. À peu près. Au bout de 15 secondes, il a serré ce con. Il a dit je me casse, j'en peux plus, démerde-toi tout seul. Je veux plus entendre parler, moi j'ai plus d'eau, j'ai plus à boire, j'ai trop chaud. Ouais, vacances, je veux plus savoir. Donc là c'est difficile de vous dire exactement où j'étais au moment où ça a pété. En vrai, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait, tu te focuses pas forcément sur l'endroit où tu es par rapport à des repères habituels. Tu te focuses sur d'autres choses. Donc en fait, tu te retrouves, je dirais, mi-Marguerite, donc à peu près ici. Peut-être par là, un peu plus près. Et encore, non, même pas. Je dois être ici à peu près, je pense, à ce moment-là. Je dois être ici parce que moi, je visais plus ou moins la petite crête là qui sépare en fait les deux pistes, ULM et avion. Je visais à peu près par là en me disant je vais essayer de me rapprocher le maximum du tour de piste. Parce qu'une fois que je suis dans mon truc, je sais que je suis bon. Ouais. Donc, t'es pas là à prendre une photo dans ton cerveau et dire ah j'étais là exactement quand ça a cassé. Non, non. Là, t'as d'autres trucs qui se mettent en marche dans le cerveau. Donc, le moteur s'arrête. Donc déjà, premier réflexe, on se met, allez, mode plané. Rends la main. Alors, tu lui rends un peu la main, tu mets ton assiette un petit à piquer. Ok, vitesse, finesse max, ça fait la fois 90-95. Ok, 90-95. Bon, je suis où? Qu'est-ce que j'ai? Bon, première question, est-ce que je fais le terrain? Jamais, peut-être. Peut-être que j'avais assez pour faire le terrain. Un peu de bol, ça pourrait servir. Donc là, l'estimation de est-ce que je fais le terrain ou pas, elle prend une seconde en réalité. Tu mets ton horizon, tu regardes, tu vois si ça tombe ou pas. Est-ce que je fais le terrain? Oui, non. Il y a un moment, t'as pas le temps de te poser 3 fois la question et de regarder pendant 2 minutes. De toute façon, t'as pas 2 minutes. Tu vas être au sol dans 30 secondes à peu près. Donc, t'as pas 2 minutes à poser, c'est 1 seconde ou 2. Pendant 1 seconde ou 2, tu regardes comment ton appareil évolue et tu prends ta décision. Non, fais pas le terrain. Ah. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Parce que, en fait, ici ça pue. Ici ça pue. Ici on a l'impression, quand on regarde la carte du haut, qu'il y a des tas de champs, hein, on peut poser là, on peut poser... Non, en fait non. Ici c'est du bordel, il y a des câbles de partout, c'est du résidentiel en réalité, c'est pas des champs d'exploitation, hein, on n'est pas aux États-Unis avec les crop circles là. Donc c'est du fermé quoi, il y a des lignes, il y a des arbres, il y a des gros trucs en entrée. C'est pas... Il y a des poteaux, là c'est un terrain je pense un terrain de foot. Ou de rugby peut-être, bon, peu importe. Puis c'est pas long, regarde la taille de la piste ULM ici, c'est une piste ULM, hein, c'est pas très long une piste ULM, faut que celle-là encore ça va à peu près. Pas beaucoup de marge. Ce truc là, on voit pas grand chose de comment c'est foutu, mais ça a l'air un peu pourri. Et en fait, voilà, c'est pas... C'est pas parce qu'on a l'impression que en vue comment ça s'appelle en vue satellite, là, on a l'impression qu'on peut poser partout avec un avion. C'est un poil plus compliqué que ça quand même. Il y a quand même d'autres paramètres à prendre en compte qui font que trouver un champ, même à la campagne, on peut trouver des champs. Maintenant, il faut essayer de trouver un champ dans lequel on va pas se faire mal. Parce qu'on peut se faire très mal en posant dans un champ quand même. Faut le garder en tête. Donc même si c'est quelque chose sur lequel on s'entraîne régulièrement, là, pas de moteur, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on s'entraîne, il n'y a pas de problème. Mais ça demande quand même d'avoir mentalisé un peu et d'essayer de chercher certains repères. Est-ce qu'il va y avoir des barrières dans le champ? Est-ce qu'il va être labouré? Quel type de culture ça peut être?
Est-ce que c'est des cultures hautes ou basses? Les vignes, on va éviter, par exemple, hein, ça fait mal, hein, des pieds de vigne dans la gueule. Donc on est vraiment sur quelque chose qu'il faut travailler en amont. Si vous ne l'avez pas travaillé en amont et que vous avez une panne moteur et que vous n'avez pas pris le temps de faire de l'observation en vol, quand vous vous baladez, tout simplement, de vous poser 2 secondes la question, de dire ah, si j'avais une panne moteur là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et regardez un peu les champs, essayer de prendre le temps d'analyser le champ. Ah là, celui-là est pas mal. Il me semble pas mal, regardez un peu plus. Ah putain, en fait, non, pas du tout, non. Non, il y a un gros sillon là au milieu. Ah ouais, là il y a une clôture en fait. Ah ouais, il n'y a pas 50 mètres dans le champ qui sont viables en fait. Je vous jure, faites l'expérience. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de champs qui de loin paraissent bien, et de près, c'est pas la même chose. Donc faut s'entraîner un peu à essayer d'avoir les repères. C'est pas facile. C'est pas facile. Clairement, c'est pas facile. Bon, bref. Donc, à ce niveau-là, à peu près, donc plus de moteur, plus rien. La finesse me permet pas de faire le terrain. Première info. Ok. Je vois ça, à peu près, ici, là. Je vois cette zone-là, là, ici. Je vois qu'il y a un champ, là, qui est un peu long, qui est peut-être pas si dégueu. Je me dis, est-ce que celui-là est faisable? Je peux pas aller là. Là, je sais que j'arriverai pas. Là, je sais que je vais me choper au mieux. Peut-être je me chope les bâtiments ici. Et encore, je suis même pas sûr à ce moment-là. Donc là, premier truc, je me dis ce champ-là. Ce champ-là, il me dit... Je me dis peut-être il est faisable. Il y a des arbres assez hauts en entrée, on verra tout à l'heure sur le Street View là. Il y a des arbres assez hauts en entrée, mais avec le Firefox, je me dis si si j'arrive à le garder en lice jusqu'à là et après je quille tous mes volets et essayer de ralentir au maxi, ça doit passer, en ayant cherché un peu le champ, en faisant un bon palier, en allant le poser un peu, ça doit passer. C'est ce que je me dis au départ. Maintenant en fait je me rends vite compte que au départ, je m'étais dit, allez, il va peut-être passer. Puis plus j'essaie d'avancer dessus, plus je me dis, non, il va pas passer. En fait, il va pas passer du tout. Mais genre, ça me dure 3 secondes, pareil, à me dire qu'il passera pas. En fait, parce que je le vois descendre. Et en fait, le seul truc qui ferait que j'aurais pu le passer, c'est qu'avec les grosses températures, si j'avais eu des pompes à ce moment-là, ceux qui pilotent des avions légers savent que une bonne ascendance, par exemple en finale, peut rallonger vachement en fait finalement le point de toucher. Donc si j'avais eu une grosse pompe à ce moment-là, peut-être qu'il serait passé. Il n'y avait pas de pompe. Il faisait juste chaud, donc j'avais une aérodynamique de merde, mais j'avais pas de pompe quoi en fait. Voilà. J'avais pas tant de portance que ça et j'avais pas de pompe. Et à un moment donné, quand t'as pas de bol, t'as pas de bol. C'est comme ça. Donc là, il me reste quoi? Il y a l'autoroute. Après, il y avait la question du demi-tour. Je me suis posé à un moment, pendant une demi-seconde, je me suis dit, est-ce que tu tenterais pas un demi-tour pour aller essayer de choper les trucs là? Et je me suis dit, si je suis déjà court ici, pourquoi je serais plus long là-bas, sachant que le demi-tour va me consommer 80% de ma hauteur, ou peut-être pas, allez, on va dire 60% de ma hauteur. Surtout si en plus j'avais la certitude d'avoir un champ faisable et viable de ce côté-là, pourquoi pas. Là, j'avais pas non plus la certitude de pouvoir faire un champ là-bas de ce côté-là, donc posez-vous la question, hein, est-ce que vous mettez 4 balles dans un barillet sur 6, est-ce que vous appuyez sur la détente en vous mettant le flingue ici? Non. Voilà, donc il y a un moment donné, non. Voilà, je tente pas le coup. Donc là, il me reste l'autoroute. Alors, on en parlera juste après, il est posé sur autoroute. C'est le dernier truc que j'irai faire normalement, en réalité, qu'on soit clair. L'autoroute, c'est vraiment le dernier truc que j'irai faire. Là, je l'ai fait parce que j'avais rien d'autre. Ou du moins, de ce que j'avais en info, moi, à ce moment-là, dans ma tête, avec le peu de temps que j'avais rien d'autre que ça. Clairement, j'avais rien d'autre que ça. On va essayer, je vais essayer de trouver un appareil qui a à peu près les mêmes perfs. C'est un peu difficile, mais on va essayer de trouver quelque chose de similaire. Et je pense qu'on va refaire on va simuler le vol sur Flight Simulator après, juste pour vous montrer qu'à 1200 pieds, quand on coupe le moteur sur un appareil léger à peu près ici, à quelle vitesse ça tombe.
pour avoir en fait l'image du temps de réflexion qui peuvent paraître là quand toujours pareil, quand je le déroule comme ça paraît super long, mais en fait c'est des choses qui durent, chaque étape dure entre une seconde et demie peut-être. Donc là je me dis ok, il me reste l'autoroute. Donc maintenant, une fois que tu as pris ta décision de te dire ok, ben, j'ai pas le choix, je vais faire l'autoroute. Bon. Alors déjà, quand tu prends une décision dans une situation un peu tendue comme ça, d'urgence, faut pas revenir dessus. T'as pris ta décision, qu'elle soit... Si c'est la mauvaise, c'est... Bah, t'as juste bourré ta décision. Mais tu peux pas te dire... ah non, en fait, non, je vais changer... Non, ça marche pas. Ça marche pas, tu vas juste cramer ton temps qui te reste et le changement de décision sera peut-être pire que la décision que tu avais prise au départ. Donc faut pas le faire. Donc une fois ta décision prise, faut occulter tout le reste. Donc là, les champs autour, les machins, les trucs, on s'en bat la race. Clairement, on s'en fout. J'annonce à la radio quand même, j'ai quelqu'un qui me demande, j'entends quelqu'un, j'ai encore le cerveau j'ai du cul, mon cerveau de gamer je pense. Ça m'a aidé, mon cerveau de gamer est habitué en fait à, même en étant concentré sur quelque chose, à avoir toujours l'oreille qui traîne pour entendre les communications. C'est con mais expérience de gamer pour le coup ça aide. J'entends qu'il y a quelqu'un qui me demande à la radio si je vais faire le terrain ou pas. Je dis non, je vais pas faire le terrain, c'est pas de moteur complet, ça sera l'autoroute. Et en fait, il y a un truc qui me rassure, qui m'enlève un petit truc de la tête, c'est de lui dire la communication. Je vous rappelle la règle de base, aviate, navigate, communicate. Donc, aviate, c'est-à-dire garder ton appareil sous contrôle. Donc ne pas décrocher, ne pas perdre le contrôle, ne pas regarder ailleurs, les paramètres, est-ce que je vais pas décrocher, est-ce que j'ai ma vitesse, est-ce que j'ai de l'altitude, est-ce que j'ai du temps, ok. Navigate, bah, où est-ce que je vais aller, parce que là faut donc, le terrain, le plus possible. Et à la fin, si on peut, communicate. Et en fait, j'avais ce truc là que j'avais un petit peu mis de côté, forcément, c'était le dernier truc de la liste. Et là ça me l'enlève complètement parce que le gars me dit, je l'entends qu'il me dit, ok, pas de problème, je fais le relais avec Garon. Donc je me dis déjà à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va prévenir derrière et qui va dire ce qui se passe. Il me dit, je crois qu'il m'a dit je te surveille et je préviens Garon. Donc je me dis, il y a quelqu'un qui a visuel sur moi, il voit ce que je fais, il va faire relais avec Garon. Déjà, donc le communicate, je peux me dire, j'en ai pas besoin. Je peux me concentrer sur... je peux me l'enlever, je n'ai pas besoin, ça ne m'apportera rien et ça sera fait quand même. Déjà, je me dis, putain, déjà, là, c'est un truc qui te facilite ton processus dans le cerveau, parce que c'est toujours ce truc-là de vouloir parler à la radio, hein. C'est con, mais ça gâche des ressources pour rien, t'en as pas besoin, en réalité, ça va pas tu vas dire au contrôleur, je vais poser sur l'autoroute, hein. Le mec, il va pas t'aider à te poser, hein. Quand on réfléchit, mais le fait de savoir que le gars est potentiellement au courant, ça t'enlève un petit peu un truc, c'est complètement psychologique, mais ça t'enlève quelque chose. Donc là, tu dis, ok, communication, j'oublie. Les autres solutions, j'oublie. J'ai choisi l'autoroute. Ok. Les ponts. Les panneaux. Et surtout, le pire. Les câbles. Les câbles téléphoniques. Parce que ici, on n'a pas de câble haute tension. Je sais que quelques jours après, malheureusement, il y a un Cessna qui s'est pris dans des câbles haute tension qui, lui, ont eu beaucoup moins de chance que moi pour le coup. Ici on n'a pas de câble haute tension, par contre il y a encore plus vicieux que le câble haute tension, c'est les câbles du genre téléphonique, basse tension, câble réseau, tous ces trucs là, les câbles uniques là. Donc là il faut se concentrer sur plusieurs choses, comment je peux améliorer ou faire en sorte que la prochaine étape se passe au mieux. La prochaine étape c'est de poser sur l'autoroute. J'ai une autoroute devant moi qui fait plusieurs kilomètres de long en ligne droite. Je pense qu'il y a... ouais, il y a 2 km. J'ai 2, allez, même si on compte ça avec un léger virage, admettons. Mais c'est à Babel, ouais, non, bien sûr. Hein, mais j'ai une place, on va dire, par rapport à ma situation, j'ai une place illimitée sur la distance de poser. Donc, où est-ce que je vais poser, entre guillemets, je dirais pas qu'on s'en branle, mais pas loin. Donc, c'est-à-dire que pour mon plan de descente, c'est pas un paramètre que je dois rentrer en compte, le fait de me dire je dois poser avant ça, ou je dois poser avant la fin de la piste. J'ai pas ce paramètre là à prendre en compte. Et en plus je suis déjà au-dessus, je suis déjà en vertical, donc je suis déjà sur ma piste, je fais déjà ma piste en fait, entre guillemets, si on résume, si on imagine ça comme une piste. Par contre maintenant il va falloir
analyser les autres éléments. Donc, si on va aller sur le... Voilà, on va aller là-dessus. Donc moi, ce que j'arrive à repérer, je vois ce pont ici, je passe largement au-dessus. J'ai de quoi passer mes 15 fois au-dessus, il n'y a pas de problème. Ok. Et ici, on est, qu'on se rende compte, c'est ce pont-là. Voilà. Donc ce pont-là, je passe au-dessus. Pas de problème, je passe au-dessus. Ok. Je vois au loin, et on le voit déjà d'ici, hein, je vois qu'il y a ce panneau là-bas. Un gros panneau d'info habituel, hein, autoroute. Je me dis, celui-là, je peux passer au-dessus si je tiens mes 90, pas plus. Si je tiens mon lisse, si je le fais pas ralentir plus que ça, je dois pouvoir passer au-dessus. Juste, j'ai pas énormément de marge, donc je vais devoir plonger après derrière, parce qu'il y a un autre pont derrière après. Mais je dois pouvoir passer au-dessus. Je peux pas être sûr à 100% non plus, mais je me dis là, par rapport au plan, par rapport à ce que je connais de la machine, par rapport à tous les tours de piste que je me suis bouffé avec ce machin, là, normalement, c'est bon. Ça y va. Maintenant, je me dis, est-ce que je peux aller plus loin dans le... Je me dis, ok, je peux aller toucher là-bas. Je peux aller toucher là-bas, ça a l'air safe, tout va bien. Mais là, j'ai encore quelques secondes de répit. Et je me dis, l'autre problème de l'autoroute, c'est la circulation. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour que ça pose pas problème. Et je me rends compte d'une chose, je me rends compte que devant moi, j'ai personne. J'ai personne devant moi. J'arrive pas trop à voir ce que j'ai derrière, mais j'ai l'impression que juste en dessous, il y a peut-être pas quelqu'un directement. Je peux pas être sûr à 100%. Désolé d'ailleurs si j'ai fait peur aux autobus que j'ai pu effrayer ce jour-là. Je peux comprendre que ça surprenne. Mais c'était pas le but. Et je me dis, bon, si je tiens 90 km/h et que j'arrive au-dessus, juste au-dessus du panneau là. Oh, putain, c'est lent. Ah, les mecs qui jouent à GeoGuessr, vous avez la foi, je vous le dis. Ouais, putain, trop loin. Et je me dis, ok, je me mets à la place de l'automobile pendant 2 secondes là. Et je me dis, je vais arriver là au-dessus, là, à 90 à l'heure, en plan de descente, bon, un peu fort quand même, mais voilà. Et je vais aller vouloir chercher l'autoroute juste derrière, donc je vais descendre à 90. Donc en fait, potentiellement, le mec a un peu la tête dans son truc. Parce que tu conduis, t'as ton pare-brise, il est là. Hein. Donc en fait, tu vois pas forcément le ciel, quoi. Tu vois pas ce qu'il y a au-dessus de toi, c'est pas fait pour ça. Hein. Sauf les mecs qui ont des cabriolets, mais le mec il ira pas forcément au-dessus tout le temps. Donc en fait, je me dis potentiellement, le mec il arrive avec sa bagnole là, à 130. Il va passer sous le panneau et il va avoir un machin qui va lui débarquer d'au-dessus à 90 km/h alors qu'il est à 130. Je me dis c'est moyen. Je me dis c'est moyen, ça me fait un peu peur. Je me dis peut-être là ça craint. Je me dis peut-être ça c'est merdique. Donc là je me dis ok, regarde avant le panneau. Parce que je suis déjà en vertical, je peux poser après. Et par contre il y a rien qui m'empêche de poser avant aussi. En fait, maintenant une fois que j'y suis là et que je peux pas aller ailleurs, je me dis peu importe. Donc je me dis regarde avant, essaie de voir s'il y a quelque chose qui t'empêche de poser avant. Donc là j'arrive à repérer par bol, j'arrive à repérer ce poteau là. Je me dis, ah, il doit y avoir une ligne. Effectivement, il y a une ligne. Hein. Voilà. Je suis large par rapport à la ligne. Donc je me dis, ok, après la ligne, dès que je sais que je fais plus la ligne, en fait, ce que je vais faire... J'avais mis un cran de volée, je crois, à ce moment-là. Parce que je m'étais réflexe mentalement, 90 vous voulez, bon, bah, je comprends compte. Bref. Je remonte mon cran de volée et j'y mets à piquer, en fait. Et je me dis... S'il n'y a personne devant moi, je vais rattraper personne. Donc il n'y a pas de risque que j'arrive plus vite qu'une voiture et que je la rattrape. Le problème que nous, on n'a pas en ULM. Donc ça veut dire qu'un gars qui a un avion un peu plus lourd, en fait, il va avoir une vitesse d'approche qui peut-être être à 140 km/h. En vitesse d'approche classique, là où moi je suis à 90. Donc en fait, il va potentiellement peut-être avoir un avion qui va rattraper des voitures. Alors là, on ne peut pas s'attendre pour le coup. Alors si on peut espérer que des mecs qui voient un avion arriver au-dessus et se mettre devant eux ralentissent, on peut pas non plus espérer que des mecs regardent le rétro, voient un avion dans le rétro pour accélérer. Hein. Ça on peut pas l'espérer. Donc l'avantage pour le coup qu'on a là nous en ULM, c'est qu'on a des machines qui sont capables d'évoluer à peu près aux mêmes vitesses que les bagnoles. C'est un gros avantage pour le coup là. C'est vraiment un très gros avantage.
Donc je me dis qu'il serait peut-être plus logique et plus safe qu'une fois que je sais que je peux aller au sol, quitte à me dire que je pose avant, c'est pas grave. Et encore, je vais même pas poser avant parce que je vais juste faire un transfert d'énergie en réalité. Je me dis, bah, je vais mettre à cabrer, je vais mettre à piquer. Je vais rentrer le cran de volée que j'avais mis. Donc je mets à piquer. Et je me dis, je vais lui faire prendre de la vitesse. Je me dis, je vais lui faire prendre de la vitesse, comme ça, je rattrape personne. Donc je peux y aller comme entre guillemets, comme un sauvageon au niveau vitesse, c'est pas grave. Le machin, il a une VNE de 190 km/h. De toute façon, j'aurais pas assez d'auteur pour les atteindre dans tous les cas. Donc j'y mets 130, 140 à peu près au badin. Ça monte assez vite hein, en piqué. Hein. Et je me dis, ben, je vais aller chercher mon palier en fait. Le palier qu'on fait en général aux alentours de 80 km/h pour aller faire l'arrondi. Je me dis, bah c'est pas grave, je m'en fous de faire un palier de 200 mètres, s'il faut. Peu importe, j'en ai rien à foutre. Je me dis que c'est plus logique d'aller faire en fait une descente un peu forte, mais à vitesse un peu élevée, en me disant je vais pas trop ou pas, ou soit je vais aller un peu plus vite qu'eux, qui sont en bagnole, soit je vais aller à la même vitesse, peut-être un chouïa moins vite qu'eux, mais il va pas y avoir une vitesse de différentiel, en fait, une vitesse de rapprochement énorme entre ma machine à moi, qui est en train d'arriver, et leur voiture à eux, en me disant peut-être ils vont avoir le temps de me voir, et ça va pas trop mal se passer. Donc là en fait je descends en visant en fait en point de toucher, je visais un peu avant le panneau, hein, et ça me fait arriver à peu près ici. Alors j'avais pas le nez sur le badin non plus, parce que c'est pas ça que je regardais spécialement, parce qu'à un moment donné je m'apprête à passer sous un panneau avec un avion. C'est pas... Tu n'as pas regardé ton badin à ce moment-là. Heureusement l'appareil est relativement bas, relativement petit, ce qui fait qu'il est très maniable là-dessus. Donc c'est pas quelque chose qui était spécialement difficile à faire. On va dire techniquement parlant, c'était pas... Ça arrive la même chose avec un Cessna Caravan, c'est pas la même tambouille je pense. Pour aller le client en dessous, bon là le Firefox, c'est un machin minuscule donc c'est une mouche. Hein. Donc ça se fait bien. Mais je sais qu'à un moment où j'ai regardé, quand j'ai commencé à le mettre à piquer, j'ai regardé un peu parce que j'avais comme objectif de prendre minimum 130. Je sais que j'ai dépassé les 130. Vitesse R. Donc je me suis dit que j'allais limiter, on va dire, le risque de problèmes liés à la circulation qu'il pouvait y avoir. Autre chose, il y avait très peu de circulation, quand même. C'est quand même à noter. La même chose en vacances d'été avec la pleine bourre mois d'août. Non, ça se serait pas passé comme ça, je pense pas. Ou alors avec énormément de chance pour le coup. Là on a eu un peu de chance que ça se passe bien, là il aurait fallu avoir énormément de chance pour que ça se passe bien. Mais ouais. Donc vitesse élevée, donc on va chercher la piste. On va chercher la route du coup. Une fois à hauteur de sécurité par rapport aux obstacles, donc aux panneaux, etc., je fais mon palier. Et là, je le laisse mourir tranquillou en lui mettant un petit peu de volet au fur et à mesure pour essayer de le calmer et de ne pas taper fort. Faut savoir que sur un posé comme ça, sur route ou autoroute, le seul avantage que vous avez à faire un posé là-dessus, c'est que vous êtes conscient de la qualité du revêtement. C'est con à dire, mais en fait, une fois que... Tout le reste est hostile. Les panneaux, c'est hostile. Les ponts, infrastructures, ouvrages d'art, c'est hostile. Les lignes, tout ça, c'est hostile. Tout est hostile à vous. La circulation, c'est hostile. Il n'y a rien qui va pour foutre un aéronef là-dessus. Maintenant, la seule chose qui va bien, c'est que vous avez un joli revêtement. Un magnifique revêtement, là, c'est tout doux. C'est parfait, donc là faut garder son calme et se dire bah de toute façon c'est comme une piste. C'est même mieux que la piste à Courbesac. C'est plus doux que la piste à Courbesac. Hein. L'atterrissage n'a pas été peut-être un peu posé, un peu moins précis que d'habitude parce que une situation un peu d'adrénaline quand même. T'as beau garder ton calme, je pense que tu as quand même une commande un peu moins précise que d'habitude, surtout en arrivant avec des paramètres un peu à la con comme ça, où tu arrives trop vite, machin, bon, bref. Donc le palier, les retoucher, je freine pas. Je le laisse courir.
Je te laisse courir. Une fois que je vois qu'il est bien stabilisé sur ses roues, où il n'y a pas de problème, je laisse courir. Et là, je fais ma connerie, entre guillemets. Petite erreur, bon, entre guillemets, petite erreur. Hein. C'est que, à ce moment-là, je switch un peu. Et ce qui se passe, c'est que c'est pas fini. C'est pas fini, pourquoi? Parce que tu dis, ok, j'ai touché, je suis par terre. Maintenant, je suis sur une autoroute avec un avion. J'ai bossé sur autoroute en dépannage auto. Donc je sais que l'autoroute, c'est dangereux. Je connais les problèmes liés à ça. Je sais que les gens, malheureusement, conduisent en regardant leur téléphone, conduisent sans faire attention, sont pas attentifs, sont pas malheureux. C'est la route, on sait comment c'est. Hein. Pas la majorité des gens, heureusement. Mais on sait très bien que les camions ils se collent au cul. S'il y en a un qui décale, l'autre peut-être il verra pas. Donc c'est pas fini en fait. C'est le côté qui est dans une situation d'urgence ne finit pas avec le toucher ou avec l'arrêt de la machine, contrairement à ce qu'on pourrait espérer d'une situation comme ça où tu as déjà un bon coup d'adrénaline sur la tension, mais en fait ça redescend pas. Ça redescend pas parce que bah, je commence à mettre la machine sur le côté. Alors malheureusement, on a fait un petit dégât sur l'appareil. En fait, je vous explique. En voulant me foutre en sécurité, je me suis dit je vais me foutre maximum à droite. Je me dis je vais lui mettre le nez un peu dans la glissière en me disant envergure si j'arrive à le tourner un petit peu pour essayer de limiter un maximum ce qui pourrait dépasser. Histoire de pas bloquer deux voies, non bloquer que la voie de droite et la bande d'urgence et pas bloquer en plus la voie du milieu. Et en fait, malheureusement, il s'est passé quoi? Vous avez des petits panneaux là, comme ça, celui-là. Alors, vous ferez gaffe sur la route la prochaine fois, vous essayerez de les repérer quand vous êtes assis dans votre voiture. Vous savez que c'est pas facile. Et quand on est assis encore plus bas, dans une machine avec une verrière, qui a un petit peu des reflets quand même, l'air de rien, quand on est près du sol, parce que les verrières c'est très bien quand on est en vol, parce que ça permet d'avoir cet effet bulle là. Par contre, c'est vrai qu'au sol, avec des réflexions de lumière, ça fait un peu. Il y a un petit peu cet effet reflet des fois de temps en temps. Et là, pour voir ce truc là, quand on est à 20 cm du sol, poser le cul dans un machin, qu'on est le cul par terre, pour le voir, sachant qu'il est quasiment dans les arbres et machin, c'est un peu galère. Et en fait, j'ai le bout d'aile, le tout petit bout d'aile, qui est parti se choper là-dedans. Pas vite, hein, j'étais vraiment en train de le décaler pour me foutre sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc ça a abîmé un peu le bout d'aile. Voilà, seul dégât en fait réel sur la machine, le bout d'aile qui a été un peu abîmé. Voilà. Premier retour aux expériences du coup là-dessus. Je sais que les panneaux, c'est quelque chose à prendre en compte quand on fait du posé sur route. Mon instructeur m'en a beaucoup parlé. C'est vrai que c'est quelque chose, je sais que les posés sur route ne sont pas enseignés pour les vaches. Ce qui se comprend très bien en France, dans le sens où on n'a pas tant de grandes lignes droites que ça, tant de routes vraiment adaptées pour aller poser une machine, alors qu'on a plus facilement moyen de trouver des champs. Maintenant, il faut garder en tête que quand il n'y a pas le choix, t'as pas le choix. Et donc je pense qu'il serait bien de... Je pense qu'il faut quand même que les instructeurs parlent quand même du posé sur route et de ce que ça implique comme difficulté. Au cas où il n'y a pas d'autre possibilité que ça. De faire d'éviter au maximum la casse et surtout de ne pas se faire mal. Donc la difficulté, le panneau aurait été tourné comme ça, je l'aurais eu en fait, mais il était comme ça, je le voyais pas. Bon, donc un petit dégât sur le bout d'aile. Et là arrive la deuxième phase de la galère. Donc machine sur le côté, faire descendre le gars le plus rapidement possible, le mettre de l'autre côté de la barrière le plus rapidement possible. Deuxième erreur que j'ai faite, entre guillemets, c'est que j'étais plus dans l'optique de me dire faut que je sorte de la machine, il faut que j'essaye de faire de la circulation et d'éviter le suraccident. En fait, simplement de nous faire faucher par un camion ou qu'une voiture fasse un putain d'écart en voyant la machine ait peur et se foutre en l'air. Bref, c'était vraiment ça qui m'importait. Donc déjà mettre le client en sécurité. Ce qui est normal, hein, sécurité du client, sécurité de ton passager, hein, tu es responsable de ton passager.
hein, tout le long du vol. C'est aussi quelque chose que tu mentalises quand t'as pas de moteur, hein, l'air de rien. Parce que je pense que tu gères peut-être pas la panne moteur de la même façon si t'es tout seul ou si t'es avec un passager. Si t'es tout seul, peut-être tu vas tenter peut-être des trucs un poil plus YOLO en te disant peut-être ça passe. Quand t'as quelqu'un avec toi, s'il y a quelque chose où tu es pas sûr à 100%, contre quelque chose où tu es sûr à 100%, même si c'est pas idéal, tu vas peut-être prendre la chose dont tu es sûr à 100%, même si c'est pas idéal. Plutôt que de prendre un truc qui pourrait être mieux, mais qui pourrait être pire. En gros, pour faire simple. Bon. Donc, mettre le passager sur le côté, derrière la glissière. Derrière la glissière, tu restes derrière la glissière. Et l'erreur que j'ai faite, c'est en sortant de la machine, du coup, je l'ai foutu à peu près sur le côté le plus rapidement possible pour essayer de la décaler. Et je suis parti en fait remonter moi la bande d'arrêt d'urgence pour faire des grands signes comme un abruti là, pour faire décaler tout le monde en remontant le plus possible pour que ça laisse en fait comprendre les mecs qui voient un mec qui fait ça sur la route, qui comprennent qu'il faut se décaler. Et petite erreur, pas de conséquence, j'ai pas resécurisé la machine. C'est-à-dire que comme le moteur était éteint, j'ai laissé tout allumer en fait. Hein. C'est con, voilà. Donc chose à faire, théoriquement, j'aurais dû vérifier, sécuriser la machine. Donc tout couper le contact, retirer la clé pour être sûr que de limiter au maximum, couper le robinet d'essence si est accessible, machin, toutes ces choses-là, pour essayer de sécuriser au maximum la machine. Bon, là on va dire que ça n'a pas eu de conséquences, et c'est une des premières choses qu'on a fait après avec les pompiers. Quand les gars sont arrivés avec leur camion, ont foutu devant et qu'ils ont pris le relais de la circulation, le gars est venu me voir et la première chose qu'on a faite, c'est qu'on est retourné sur l'appareil, on a vérifié on a coupé tout ce qu'il y avait à couper, on a viré la clé, on l'a mis sur le truc. Voilà, il y a ce côté-là. Mais c'est facile, c'est toujours facile après coup de dire ah putain, j'aurais dû couper la truc, le contact et tout. À un moment donné, tu viens de te filer un petit coup d'adresse quand même. Même si ça s'est pas vu apparemment en extérieur, parce que disons, j'étais super calme, machin. Ça se voit pas forcément en extérieur, mais t'as quand même un petit coup d'adresse. Tu poses, tu peux pas relâcher la pression, parce qu'en plus, tu sais que t'es dans un environnement qui est quand même encore hostile. Donc tu es encore responsable de ton passager. Hein. Moi, tant que le mec il est pas retourné avec sa femme sur le terrain, il est sous ma responsabilité. Hein. Même s'il est plus dans la machine. Hein. Donc s'il lui arrive quelque chose, voilà, faut pas que ça arrive. Donc t'as la pression qui redescend pas forcément. Et c'est normal, il faut pas qu'elle redescende d'ailleurs. Faut que tu restes au taquet. Donc c'est vrai que c'est toujours facile après coup de dire ah j'aurais pu couper la machine, machin, ah j'aurais dû voir le panneau, machin, truc. T'es pas dedans, et tout ça se passe à une vitesse de fou. En fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de réfléchir en fait. La prise de décision doit se faire au tac au tac, en réalité. Donc effectivement, quand on regarde la carte, on pourrait se dire ah il aurait pu faire le terrain quand même. Ben, en fait, je suis arrivé à peu près à ce niveau-là, à peu près juste après la sortie, en roulant, sans freiner, sur du goudron bien lisse. Ceux qui ont déjà volé et qui sont habitués à faire à la fois de la piste en herbe et de la piste en lisse, savez très bien où je veux en venir. Si encore sur une piste en herbe, tu utilises quasiment jamais tes freins, ou alors vraiment si tu veux sortir au premier taxi ou en rapidos, sur une piste en lisse qui est plate, tu peux poser au début de piste et finir au bout de la piste si t'as pas touché les freins. Donc ça roule. Ça roule un ULM quoi. Le poser, le toucher, lui, il a dû se faire à peu près ici, je pense. Il y a le panneau, il a dû se faire à peu près au niveau du panneau. Et moi, ouais, la machine a dû s'arrêter ici, sans toucher les freins. Donc en fait, si on regarde ici, j'aurais touché dans les arbres. En fait, quand on regarde le champ ici, par exemple, ne passait pas. Et surtout, ce qu'on regarde ici, si on voit ce fameux champ que j'avais en tête au départ, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que, eh ben putain, il y a de la hauteur.
Donc sachant que j'ai touché moi à peu près là-bas, quand on regarde la hauteur des arbres ici, en fait, on s'aperçoit que bah, non, le champ est pas viable en réalité. C'est pas viable. Donc pas de regret pour le coup d'avoir choisi cette option là, même si c'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire. Qu'on soit clair, j'ai pas du tout envie de le refaire, mais j'ai pas blessé personne, ni mon passager, ni personne sur la route. Je m'excuse encore une fois des gens que j'ai pu effrayer, surprendre, c'était clairement pas le but. Je me suis pas fait mal non plus. On a très peu abîmé la machine. Elle est pas morte, elle n'est pas pliée en 4, donc ça va. Puis même si elle avait été abîmée, bah tant pis. À partir du moment où nous on n'a rien, j'aurais considéré ça comme entre guillemets réussi. Le matériel, le reste du matériel, je dirais pas qu'on s'en branle, mais un petit peu. Voilà. Ça c'est pas toujours aussi bien passé que ça pour des pannes moteurs ULM, donc bon, faut quand même relativiser. Maintenant, si on essaie d'en tirer des infos utiles, la pertinence d'utiliser du Rotax 582 aujourd'hui, la question est légitime. J'ai vu ça passer quand même sur pas mal de trucs Facebook, ah machin Rotax 582, ah, faut plus voler avec ces machins là, tout, etc. etc. Je comprends clairement la logique derrière tout ça. Maintenant, le Rotax 582 marche pas si mal que ça. Faut pas non plus croire que le moteur va s'éclater tout le temps. Maintenant, il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un moteur qui a fait son temps, c'est un moteur qui est devenu démodé, c'est un moteur qui... Faut les réformer au fur et à mesure, quoi. Je pense que c'est un moteur qui est intéressant pour faire les premières leçons de vol, dans le sens où par exemple le Coyote qu'on a en 582 présente quand même l'avantage d'avoir un appareil qui n'a quasiment aucun effet moteur. Pouvoir apprendre sur un 582 c'est pas si mal parce que faut pas oublier que on n'a pas tous les moyens d'acheter un FK9 avec un 912 ou d'acheter machine récente avec un 912 dedans. L'ULM est intéressant parce qu'il est accessible relativement à tous, que ce soit en termes de niveau niveau social que niveau financier. Donc c'est vrai qu'il y a quand même encore énormément aujourd'hui de machines en 582 qui tournent, donc avoir piloté quand tu sors de ta formation déjà sur du 582, il faut avoir fait les deux je pense, avoir fait du 912 et du 582, donc avoir en fait fait du 582 sur ta formation, ça reste quand même intéressant parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter autre chose qu'un 582, et qu'il y a des très bonnes machines en 582 qui volent très bien, sur lesquelles les performances sont ok, il n'y a rien à dire. Maintenant, pour revenir sur le Firefox, pour moi c'est un appareil... pas fan outre mesure du Firefox, j'y reconnais des qualités, notamment la vision... la place avant tandem fait que tu as une vision, en fait, en plus avec le moteur propulsif, t'as rien devant, donc tu as une aile haute, donc tu as une très bonne vision sur le bas, mais comme tu es en avant de l'aile, t'as pas l'effet couvert de l'aile haute qui t'empêche de voir dans ton virage, donc tu as quand même une sacrée bonne vision. Par contre, c'est un appareil que je recommanderais plus pour du perso, et pour quelqu'un qui vole quasiment tout le temps seul. Quelqu'un qui veut faire du vol local tout seul, c'est une très bonne machine. Il en existe avec des parachutes, des capsules qui sont mises par-dessus, pas très esthétique, mais tu peux avoir ton petit Firefox avec ton 582, si tu fais bien ton mélange, si tu fais bien tes entretiens, si tu fais bien les rebuilds de moteur dessus. Normalement, ça peut arriver. Le moteur là, par exemple, était suivi. On soupçonne la jointe culasse d'avoir laissé passer en fait une partie de la compression dans le circuit de refroidissement, ce qui aurait vidé le circuit de refroidissement par le trop-plein, et une fois circuit de refroidissement vide, bah, la température, voilà.
Mais sinon, c'est une machine qui, par exemple, pour du vol perso, pour quelqu'un qui veut faire que du vol local, qui va sortir 1 ou 2 fois par mois sa machine, c'est une machine qui est abordable, et on en trouve entre 10 et 12 000 euros en très bon état, avec très peu d'heures de vol, et parfois avec parachute. C'est une machine qui est sécurisante dans le sens où elle pose à peu près partout, ça pose court. Seul défaut, effectivement, bah, la finesse, qui est pas folle. Mais là encore, le fait d'avoir une finesse faible est emmerdant en cas de panne de moteur, effectivement. Maintenant, avoir un appareil qui est très fin va demander une technicité un peu plus poussée sur l'atterrissage. Donc pour les gens qui débutent, par exemple, avoir un appareil très fin, pour avoir un atterrissage de précision, l'appareil au niveau de l'arrondi va avoir tendance à aller chercher beaucoup plus loin et va avoir à garder son énergie. Il est plus fin, donc il garde son énergie. Là où un Coyote, un petit peu à l'ancienne, ou un Firefox, au moment de l'arrondi, même s'il y a 5 km/h ou 10 km/h de trop, bien sûr ça va rallonger, mais ça va pas avoir un impact en termes de proportion. L'impact sera moindre qu'avec une machine plus fine. Après, on peut poser court avec toutes les machines. Faut garder ça en tête. Je suis pas en train de vous dire il faut des machines pas fines pour poser court. Non, on peut poser court avec quasiment toutes les machines. Peut-être pas avec certaines qui sont vraiment faites pour la vitesse, les Shark, etc., qui peuvent être vraiment pour le coup qui vont demander vraiment une technicité. Non, c'est pas fait pour ça, c'est encore différent. Mais la plupart des machines, vous pouvez poser court avec un CTLS, ou avec un Alpha Trainer, ça peut poser court. Par contre, si vous avez 5 km de trop en Alpha Trainer, ça peut avoir des conséquences. Si vous avez 5 km de trop avec un Firefox, je dirais pas qu'on s'en branle, mais un peu quoi. Voilà. Donc c'est ces machines-là qui effectivement peuvent être intéressantes pour ça. Maintenant, effectivement, pour l'activité qu'on a nous, je suis d'accord pour dire que les 582, ouais, faut peut-être arrêter un peu avec ces machines-là. Je pense que maintenant, là, il faut les renouveler et passer sur du 4 temps de parachute. Clairement, je suis en train de chercher une machine d'ailleurs en 4 temps équipée parachute. Petite chose, je voulais en parler au début et finalement j'en ai pas parlé du tout. On va regarder un peu ce qui a été dit sur les articles. Alors, en fait, ce qui se passe, les pigistes qui travaillent sur ces choses-là, quand il t'arrive quelque chose comme ça, ils vont te contacter. Ils vont te contacter, ils vont te poser 15 000 questions, et ça va servir à rien, parce qu'en fait, tu vas perdre ton temps à leur répondre, et la plupart du temps, eux, ils vont se dire « Ah non, c'est trop compliqué, on va simplifier ». Et en fait, en simplifiant, ils racontent des conneries. C'est génial. Ils racontent des conneries. Alors, celui-là encore, c'est pas le pire. Faudrait que je retrouve le pire. Donc, atterrir un genre sur l'autoroute à cause d'une panne moteur. C'est bon, on a la panne moteur. Pilote apposé sur l'autoroute, aucun mécénat déploré, très bien. Cet engin inhabituel qui a pris l'autoroute A9 ce matin. Alors, effectivement, pour une autoroute, c'est inhabituel. En cause d'une panne moteur qui a précipité, donc jusqu'à là, ça va. Là, par exemple, on s'est dit que l'option la plus sécurisée, c'est d'atterrir sur l'autoroute. Alors, monsieur le journaliste, quand tu mets des guillemets, c'est-à-dire que tu fais une citation, j'aimerais que tu aies au moins le respect de ne pas m'inventer des phrases que je n'ai pas dites. Ça me paraît la moindre des choses en réalité, quand même. Parce que on s'est dit que, alors déjà c'est pas mon passager en baptême de l'air, j'ai pas fait une conférence avec lui pour savoir si on devait aller sur l'autoroute ou pas quoi. Donc on s'est dit donc déjà non. L'option la plus sécurisée, ben non en fait était la seule option, et ça je vous l'ai bien dit au téléphone, tout ça, tout ce que j'ai au téléphone, bien dit qu'on n'a pas d'autre solution, que c'était pas la meilleure option, que c'était la moins pire. Voilà. Selon le pilote, il aurait fallu voler encore 2 minutes pour atteindre l'aérodrome.
un risque qu'il n'a pas souhaité prendre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en réalité, il aurait fallu environ 30 secondes, parce que je savais pas exactement où j'avais tombé en panne moteur, j'ai dit qu'il aurait fallu entre 30 secondes et 2 minutes de puissance, donc de moteur tournant, en plus pour atteindre l'aérodrome en sécurité. Et c'est pas un risque que j'ai pas souhaité prendre, c'est quelque chose qui m'a été imposé. Donc c'est pour ça que quand vous avez des gens qui sont du milieu ou pas, qui vont tomber sur ce genre d'article, qui vont se dire c'est quoi cet abruti qui choisit de poser sur une autoroute plutôt que de faire son terrain. Mais en fait non, pas du tout, c'est pas ça qui s'est passé quoi. Faut arrêter, les journalistes, arrêter de marquer de la merde et surtout arrêter de mettre des putains de guillemets quand c'est pas ce qu'on a dit. Je veux dire, pourquoi vous venez me demander des entretiens téléphoniques pour raconter ce qui s'est passé? Moi, je veux bien le faire. Pour une fois qu'il se passe un truc relativement, on va dire, bien, entre guillemets, en aviation, que c'est pas encore une excuse pour taper sur l'aviation légère ou même sur l'aviation de loisirs de façon générale. Parce que dès qu'il y a un avion qui se crache, que ce soit un ULM ou quoi, on va dire, ah, regardez, les méchants qui polluent, les méchants ils savent pas piloter, les méchants ils savent... Pour une fois que ça se passe, on va dire, un petit peu mieux que d'habitude, moi, je veux bien raconter ce qui s'est passé parce que je veux bien comprendre que la curiosité des gens, surtout que les gens ne sont pas forcément là-dedans, je veux bien, franchement, je veux bien prendre le temps de vous raconter ce qui s'est passé. Par contre, si je prends le temps de vous raconter ce qui s'est passé, c'est pas pour vous écrire de la merde après derrière. En fait, c'est le problème, il est là. C'est que moi, si je prends le temps d'essayer de vous simplifier le truc en mode... c'est pas pour que vous ayez me dire de la merde derrière comme ça, quoi. Parce qu'en fait, là, vous faites l'inverse de ce que moi j'ai comme objectif. Dans ce cas-là, ne me demandez rien. En fait, écrivez votre truc à la con tout seul. Ne me citez pas, et puis c'est tout. En fait, c'est une galère complète. Les routes ne sont pas prévues pour accueillir des avions. Oui, effectivement, chose qu'on se rend compte. Nous, avec nos petites machines, là, on a l'impression, quand on va sur des terrains d'aviation, qu'on est minuscule. Alors... ouais, effectivement, on est minuscule. Mais putain, la place que ça prend, cette merde, l'air de rien, on se rend pas compte, hein. La place que ça prend, ça fait 8,60 m d'envergure. Ça a été une galère sans nom à sortir, clairement. Je remercie d'ailleurs au fond dépannage. Au fond dépannage à Nîmes. Boîte de dépannage qui ont été très cool. Qui ont été très cool, qui ont pris le temps de gérer la situation correctement. Qui n'ont pas cherché à vis-à-vis de machin. Non, ils ont vraiment pris le temps de faire les choses bien. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, ils ont déplacé des moyens. Alors j'irai pas communiquer de tarifs sur l'intervention parce que on n'est pas là pour ça. Ils ont été super clean là-dessus. Voilà. Pour ce qui est des conséquences, pour l'instant, j'ai eu BEA au téléphone. Qui, alors pour information, voilà, un problème comme ça, vous avez le BEA qui va quand même faire lui une enquête technique. Donc le BEA s'occupe vraiment de la partie technique et vous avez la BGTA qui s'occupe de la partie légale, pas légale, juridique peut-être, pénale peut-être, je crois pénale. Donc en fait, le BEA va être là pour vérifier que votre version des faits est cohérente avec la situation que vous décrivez et les choix que vous avez faits. Et la BGTA, elle va plus s'occuper de juger si vous avez mis des gens en danger alors que c'était pas justifié, etc. etc. Les deux sont liés évidemment, hein, bien sûr. Mais voilà, donc pour l'instant, évidemment, on a eu toute la BGTA qui est venue prendre des papiers des machines, prendre les informations de mon brevet pilote, voir si j'avais bien la qualification par passager, enfin toutes ces choses-là qui sont normales, hein, dans un cas comme ça, vous avez un accrochage avec votre voiture, si la gendarmerie est sur place, elle va vous prendre votre permis, elle va regarder, c'est complètement logique, votre assurance, tout ça. Jusqu'à là, il n'y a pas de différence particulière. Pour l'instant, j'ai pas eu tant de retours que ça. Donc je reste ouvert à toute interrogation de la part d'un ou l'autre des services, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de... J'estime pas avoir fait de faute. J'ai peut-être fait des erreurs. Ça, je veux bien l'entendre. J'aimerais bien d'ailleurs essayer de savoir si j'en ai fait ou pas réellement.
C'est très difficile à juger même après coup en fait là. Mais j'estime pas avoir fait de faute par contre. Voilà. Donc, pour info, différence entre erreur et faute, vous pouvez faire une erreur. Faire une erreur, c'est que vous faites quelque chose de travers. Parce que avec les infos que vous avez, votre niveau, etc., vous pouviez pas forcément savoir ce qu'il fallait faire correctement à ce moment-là. Maintenant, si vous faites une chose volontairement, alors que vous avez les bonnes infos pour faire mieux, là c'est une faute. J'essaie de schématiser, mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les petites photos, voilà, du Firefox sur l'autoroute. Voilà, Firefox sur des planeuses, on sait. Enfin, voilà, bon, bref. Maintenant, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'effectivement, il y a quand même un petit problème. Entre guillemets, on a une petite zone grise, du coup, au nord de Marguerite, où en cas de panne moteur, bah, en fait, il y a quasiment que l'autoroute de viable. Et du coup, aujourd'hui, encore plus qu'avant, j'ai pris la décision de ne faire des départs qu'au sud de Marguerite. Voilà. Quand je fais des départs en 18, je sors en vent traversier, je sors par le sud de Marguerite. Quand je fais des départs en 36, je fais la vente arrière et je sors sud de Marguerite. En me gardant à l'esprit que je peux avoir cette espèce de croisement avec d'autres appareils. C'est pas idéal, mais j'ai plus envie de passer au nord de Marguerite. La seule chose qui me fait passer au nord de Marguerite, c'est en réalité maintenant quand je reviens, j'essaie de viser l'est de Marguerite. Et quand je suis libéré de la zone de Garon, suivant l'information que j'ai trafic sur Marguerite, je prends la décision. Si je dois poser en 36, dans ce sens-là, comme ça, si je dois poser en 36 maintenant, si j'ai pas d'infos trafic, c'est-à-dire si je fais mon appel, je demande s'il y a des gens sur la fréquence en tour de piste, si j'ai pas de réponse, si a priori j'ai personne, je vais aller chercher sud de Marguerite, je vais faire une intégration semi-directe. C'est marrant, je ne veux plus aller au nord de Marguerite. Seule raison qui me fait aller au nord de Marguerite, c'est quand il y a du monde en tour de piste, et qu'effectivement je veux aller m'intégrer du coup en vente arrière pour respecter les règles et pas foutre le dawa dans le tour de piste et pas m'imposer sur une étape de base comme certains font, hein. Certains n'hésitent pas à le faire. Moi j'aime pas ça, je déteste ça, je trouve ça irrespectueux, mais bref, c'est voilà. Chacun est libre de chez soi, chacun est libre de ses choix. C'est pas celui que j'ai choisi. Moi je préfère faire une intégration dans les règles de l'art entre guillemets, donc sur de la vente arrière quand c'est techniquement possible et que ça n'apporte pas plus d'emmerdement que ce que ça en enlève. Mais voilà, donc gardez à l'esprit que une panne moteur, ça peut arriver à n'importe quand. Et j'ai même envie de vous dire que ça va arriver à l'endroit le plus merdique. Voilà. C'est l'alignement des plaques qui fait toujours que c'est un gruyère et vous avez tous les trous en face et c'est là où vous avez une merde quoi. En fait, en réalité, hein, faut pas, c'est malheureux mais c'est comme ça. C'est toujours comme ça que ça va se passer. Ouais, je vais lancer le simulateur vite fait. On va essayer de trouver un appareil avec des perfs équivalentes au Firefox. Je sais pas trop ce que je vais trouver. Peut-être un coyote. On va voir. Et je vais essayer de vous refaire à peu près le vol. Et de vous montrer en fait comment ça s'est passé et surtout ce que ça donne en fait une panne moteur à cette altitude là et le temps qu'il y a pour réagir. Alors pour revenir un peu sur ce qu'on a abordé, je sais que je reviens un peu beaucoup, c'est un peu décousu, mais j'avoue que j'ai pas voulu faire un texte et débiter un texte parce que je voulais que ce soit un peu, que ça vienne un peu comme ça, un peu comme une discussion. Pour revenir sur tout ce qui s'est passé là quand même, je tiens quand même à souligner l'importance de l'entraînement, tout con, hein, l'entraînement de panne. Je remercie mon instructeur de m'avoir bien cassé les couilles avec les pannes moteurs, mais ça me dérangeait pas, hein. Moi je trouvais ça
Je trouvais ça complètement légitime. Et surtout, c'est quelqu'un qui a volé à une époque où l'ULM c'était la fête du slip. On va pas se mentir. Vous voyez les vidéos qui traînent là, des ULM des années 80, où c'est un bordel complet, machin, c'est des gros tarés. Bon, il vient de cette époque-là, et c'est vrai que le poser sur route ou autoroute, c'est vrai que j'en discutais avec un collègue qui se reconnaîtra, hein, salut Flav, qui lui vit en Amérique du Nord maintenant, et effectivement apparemment eux dans leur charte ils ont un peu plus ça, parce qu'ils ont des routes peut-être quand même plus adaptées que nous. Mais c'est vrai que lui m'en a parlé pour le coup, du poser sur route, et lui m'a bien dit attention, tu dois poser sur route les panneaux, bon je m'en suis quand même pris un, ça va pas empêcher, mais je me suis fait avoir, je l'ai pas vu. Par contre il m'a bien prévenu, les câbles, tu pourras pas les voir. Tu pourras pas voir un câble sur l'autoroute qui traverse une autoroute, ce n'est invisible quand vous êtes dans la machine. Essayez dans votre voiture, vous regardez, vous verrez bien que vous ne voyez pas les câbles en fait qui passent au-dessus de l'autoroute, et surtout vous allez vous les voir au dernier moment et vous allez vous rendre compte qu'il y en a un paquet. En fait, hein, que l'autoroute n'est pas un endroit où il n'y a rien au-dessus. Il y a des tas de câbles qui passent de partout, c'est un dawa complet. Donc, je le remercie de m'avoir donné les infos qu'il fallait pour ce genre de cas, tout simplement. Parce qu'il m'avait bien dit, si un jour tu dois, dans la mer, tu dois te poser sur une route, tu peux te poser sur une route, mais il faut vraiment que tu cherches les poteaux pour les câbles, il faut que tu essaies de chercher les panneaux, il faut que tu essaies de... Voilà. Il m'a vraiment donné des petits trucs qui font que j'ai, je pense, su regarder au bon endroit. Donc ça, pour le coup, je le remercie d'avoir, en discutant, voilà, hein, de m'avoir donné ces choses-là. Maintenant, je souligne aussi l'importance de vous poser la question, parce que je crois qu'il me semble bien que le fait d'accélérer, de me dire je vais me foutre dans le rythme des voitures, c'est pas un truc que j'ai chié comme ça ici, là, à ce moment-là. Je crois que je pense qu'une fois en navigation, en passant au-dessus d'une autoroute, je m'étais dit putain, si jamais je dois reposer sur une autoroute, comment je fais? Et je m'étais dit putain, ce serait peut-être pas trop con, peut-être de pas poser à 90 mais de poser à 130. Voilà. Donc tout simplement, tout ça pour vous dire que posez-vous des questions quand vous volez. En fait, juste posez-vous des questions. Je dis pas forcément de faire votre temps à pas faire des exercices panne complet, machin, un truc avec la descente, parce que je sais que dans certains endroits, avec le contrôle aérien, ça peut être chiant. Si vous êtes dans un espace classe E, c'est facile, mais si vous volez beaucoup dans du classe D ou des choses comme ça peut être très chiant. Notamment pour le contrôle, hein, qui peut avoir à vous gérer en train de descendre, remonter, ça peut être casse-couille pour eux. Par contre, le simple fait de se mentaliser et de se poser la question quand vous faites une navigation, regardez autour de vous, ah si j'ai une panne moteur, qu'est-ce que je peux faire? Ah si un jour je dois poser à tel endroit là, dans telles conditions, sur une plage, admettons, essayez de visualiser qu'est-ce qui peut sur une plage m'emmerder, qu'est-ce qui peut que je ne pas voir, est-ce que je vais plutôt poser le plus haut possible sur la plage pour essayer d'avoir du sable sec, mais en me disant qu'il y aura peut-être un peu plus de monde avec des serviettes, etc., que je pourrais peut-être pas voir, ou est-ce que je vais plutôt me rapprocher de l'eau en me disant le sable mouillé, peut-être que si j'arrive à gérer le truc correctement, je vais peut-être pas trop m'enfoncer, mais ça va me ralentir plus la machine. Je sais pas, là je donne l'exemple, j'y avais pas réfléchi, mais franchement, je pense que ça va être vachement d'essayer de se poser des questions à la con, comme ça. À la con, vraiment une question à la con, parce que c'est des questions qui n'ont pas d'utilité pour vous à l'instant T, mais le fait de vous être posé la question en avance pourra peut-être, le jour où vous tombez sur cette situation-là, faire que votre cerveau, vous allez peut-être gagner des secondes. Et on va voir là que des secondes, vous n'en avez pas beaucoup. Donc si le fait de vous être posé des questions en navigation vous permet de gagner 2, 3, 4 secondes sur 30, en fait c'est énorme. C'est énorme, ça vous laisse le temps de faire autre chose et d'essayer d'améliorer vos chances de réussite en fait. Donc c'est... Voilà, ce que je peux en tirer, moi c'est ça, c'est je constate que le fait de me poser des questions régulièrement en vol, je sais que l'autoroute c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, je m'étais déjà posé la question en mode oh, si je dois poser sur l'autoroute, si jamais j'ai rien d'autre, parce que je crois que j'allais, je sais plus où je passais sur un endroit, il y avait vraiment de la forêt, il y avait une autoroute au milieu que je longeais, parce que dans ma navigation je longeais cette autoroute là,
Et je m'étais dit, ouais, bah putain, si je dois poser là, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien? Voilà, donc c'est... faut se poser la question. On a le Coyote, on a le Rance Coyote de chez Flyboy, je crois. Super add-on. 95 nœuds, croisière. Sinon, il y a le Savage Cub, je pense. Je pense que celui-là, enfin, on doit être proche. Il est un peu lourd. Je pense qu'on va partir sur le Coyote. Hein. Voilà. On va partir sur le Coyote. Ok, les commandes marchent. Masse centrage. Alors, on va se mettre un copilote. Parce qu'on était deux dans la machine. 50% de fuel, c'est à peu près... je pense que c'est à peu près cohérent avec les... Alors je crois que le son est très fort du jeu. Je vais baisser un peu le son du jeu, je pense. Mélangeur de volume... oui. Voilà. Ça devrait être plus supportable, je pense. Donc on a... conditions, je pense, à peu près similaires. Peut-être pas exactement, mais voilà. Bon, c'est plus pour vous montrer le principe. Bon. On s'en bat un peu la race, là on n'est pas là pour ça. Donc le décollage en 18 jusqu'à là pose pas de difficulté particulière. Voilà, donc l'aérodrome Nîmes Courbesac est à 200 pieds sol. On va rentrer le volet. Donc effectivement, on se fait la montée initiale. Je vous rassure, je fume pas en vrai dans le Coyote. Hein. Donc là, on est sur un version du Coyote, je pense 100 chevaux. Donc on est sur quelque chose qui marche quand même beaucoup plus fort que le Firefox. Hein. Donc on va déjà lui réduire un peu sa gueule. Donc, le vent traversier. Donc là, on arrive à peu près un chouïa plus bas avec le Firefox en réalité. Parce que là, on grimpe quand même pas mal, même si ça peut être faisable avec une bonne pompe. Là, du coup, on va aller chercher l'axe de vent arrière. Donc là, j'ai déjà fait mon premier contrôle température, tout était bon. Donc, le pendulaire est déjà devant, il est tranquillou, il est déjà parti. Donc là, effectivement, dans cette phase, on a tendance à... Alors, je vais voler un peu lentement, volontairement, pour essayer d'avoir pas trop péter les perfs par rapport au Firefox. Et voilà, en général, on se cale aux alentours de 900 pieds. Voilà, et dès qu'on a franchi en fait les maisons, donc on va tourner. Là, dernière vérification, tout va bien niveau moteur, tout va bien niveau température, tout est ok. Donc on va contacter Garon. Là, il y a une quinzaine de secondes qui se passe et encore on vole super vite. On vole quasiment 2 fois plus vite que le Firefox. Hein. Ok. Donc là, à peu près à partir de ce moment-là, je fais mon annonce. La réponse. J'ai mon code transpondeur. Et j'ai le droit de grimper. Donc je prends mon moto de montée tranquillou. Je me décale pas encore trop vers le nord parce que j'ai pas encore grimpé donc ça me plaît pas. Donc on va dire voilà ces eaux là à peu près 500 pieds minutes maxi quoi. Donc là je fais un petit peu d'anti-abordage toujours à cet endroit là, il y a du monde, il y a toujours du trafic, il fait beau, les gens volent. Et à partir de ce moment là je commence à me rendre compte effectivement que les températures commencent à monter. Bon. Donc je fais mon petit palier, ça m'amène à peu près à 1200 pieds quasiment. Je m'aperçois que c'est pas bon, bon ok, allez. Donc décision prise,
Et là je suis un petit peu plus loin je pense que là où j'étais, parce que le coyote là avec le 4 temps sans chevaux est plus rapide. Donc là, il est en surchauffe, complet. Donc là j'essaie de viser le terrain de Courbesac. Et ben malheureusement, le moteur il a décidé que non. Et là vous allez voir qu'en réalité, ben, autour, de ce côté là c'est pas top, il n'y a rien de plat. De ce côté là, ben, il y a Marguerite. Et le terrain est là-bas. Et là on s'aperçoit vite que le terrain n'est pas faisable. Sachant que là l'appareil plane mieux que le Firefox. Quand même, on est sur un truc qui a plus de finesse, qui a plus de vitesse. Et on se rend compte vite que ben ça va pas le faire. Ça va pas le faire, que là le champ là-bas, alors bon là Flight Simulator mais on a l'impression qu'il y a des champs accessibles mais bon c'est pas le cas. Donc bah, on se retrouve à peu près dans la même situation. Donc là je vois le champ là-bas, potentiellement il passera pas. Donc en réalité bah, j'ai fait prendre de la vitesse. Bon là il est déjà plus rapide que ce qu'il était en réalité, hein. L'appareil vole plus vite. En fait on prend de la vitesse pour aller chercher tout simplement le toucher. Voilà, ça donne à peu près ça. Vous voyez que ça, il n'y a pas longtemps quand même, et ça descend relativement vite, quoi. Ça s'effondre relativement vite. On est sur quelque chose qui... Et là, encore, on est sur un simulateur, on est sur... J'ai beau avoir mis de la température, il n'y a pas de turbulence, donc en fait il n'y avait quasiment pas de pompe, il n'y avait pas de descendante, il n'y avait rien. Donc je suis pas sûr qu'il ait réellement pris en compte vraiment le fait qu'il y avait de la température. Et l'appareil est plus fin. L'appareil, le Coyote comme ça, en version récente là, est quand même un peu plus fin qu'un Firefox. Mais on voit que là on arrive à peu près à une situation quasi similaire quoi. En réalité, bon. C'était voilà, pour vous montrer ce que ça peut donner. Bon. Sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère surtout que ma petite histoire pourra rappeler que on peut avoir une merde plus ou moins n'importe quand, et que c'est bien de le garder à l'esprit. C'est bien de le garder à l'esprit, de toujours se dire mon moteur peut s'arrêter maintenant, là. Voilà. Alors, en soi, il n'y a pas de raison particulière, il ne faut pas non plus être un parano de la mécanique. Un moteur ne tombe pas en panne par magie comme ça en général, mais le risque de panne zéro n'existe pas, et une couille peut arriver même sur un moteur entretenu, même sur un moteur révisé, même sur un moteur suivi. Vous pouvez avoir une panne, vous pouvez avoir une fuite de carburant, vous pouvez avoir des choses. Il y a peu de chances que ça vous arrive, mais ça peut vous arriver. Et en fait, votre formation de pilote, tout ce que vous faites en tant que pilote, que vous soyez dans l'ULM, dans l'aviation légère, dans son branle, ça ne change rien. Quasiment tout ce que vous faites, tout le temps que vous mettez sur votre formation, vous ne le mettez pas pour déplacer un avion d'un point A à un point B. Il n'y a pas besoin d'avoir 30 ou 40 heures d'entraînement autour de piste pour faire une navigation d'1 heure et demie, c'est pas vrai. Ça c'est facile à faire, hein, surtout aujourd'hui avec la plupart des GPS, ça se fait très bien. L'entraînement, la quinzaine, 20 ou les 45 heures que vous faites en PPL pour arriver à être breveté, que ce soit en ULM ou en avion, c'est pas pour déplacer votre appareil, c'est pour être capable de vous démerder si jamais il y a une couille. En fait, il faut garder ça à l'esprit.
Et un pilote de ligne, c'est pareil, hein, si la formation est aussi longue et aussi coûteuse et aussi compliquée, c'est pas pour lui faire mettre le pilote automatique 1 minute 30 après le décollage et de l'enlever que pour l'arrondi. Non, c'est pas pour faire ça. Ça on s'en fout, n'importe quel pélo est capable de le faire en simplifié avec la formation adéquate là-dessus, qui ne prendrait pas plus de quelques semaines, voire quelques mois. Mais si ça prend des années, c'est pour que les mecs soient capables de réagir quand il y a une couille. Donc gardez ça à l'esprit. Gardez... entraînez-vous. Voilà. Moi, je vais retourner m'entraîner dès que j'aurai une machine à adapter là, et une nouvelle machine, bah, ça sera un nouvel apprentissage de la machine. Ça va être des heures en tour de piste, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus... Moi, ça m'amuse de le faire, mais je sais que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rigolo quand t'as une nouvelle machine de faire des tours de piste. Mais c'est ça qui fera que si vous avez une couille un jour, vous serez peut-être capable de vous en sortir correctement. Et de pas vous faire mal et de faire mal à personne. Et il faut que l'aviation reste surtout en ULM, il faut que ça reste un loisir, il faut que ça reste quelque chose où on ne risque pas sa vie outre mesure en faisant du LM. Il faut que ça reste important, quoi. Voilà, donc prenez soin de vous, faites attention, gardez à l'esprit que tout peut arriver. Gardez votre calme si jamais une merde vous arrive. Vous ne serez pas plus efficace en paniquant. Vous serez moins efficace en paniquant. Donc, ouais. Bah, je vous dis au revoir, du coup. Je sais pas comment conclure. Allez, ciao!